Les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur sont des imposteurs. Suivez vos passions pour en faire un métier. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est suivez vos compétences. Parce qu'en fait, ils mettent la virilité au mauvais endroit, ils se font retourner le cerveau, à mon avis, par des masculinistes, et c'est assez dangereux, je pense. Tu mets du vernis, je pars du principe très simple que si t'es à l'aise avec ta sexualité et avec qui tu es, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'était être gay, en fait. Et je peux dire un truc par rapport au fait que tu n'étais pas sûr de vouloir un enfant. vas-y. Je trouve que tu te trompes, non. Je trouve que tu es une horrible personne. Mais ce modèle-là ne me correspond pas. Si écoute Maître Gims toute la journée, c'est ok. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir une marque petite et de rester petit. Et puis, on n'est pas forcé de porter de la couleur pour être stylé, hein. Là, il n'y a plus d'excuses. Vous savez maintenant quoi faire pour bien vous habiller. Bah, de toute façon, la fast fashion, faut que ça se termine, quoi. Est-ce que la seconde main est en train de devenir un business capitaliste? Oui, et c'est là où elle m'a dit que j'étais un peu décalé. Et c'est marrant comment les gens te voient. Je vais tomber à cause de ce podcast. Jordan. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Salut, comment ça va? On vient de se voir. Bon, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super, pour tout te dire, j'étais à Paris hier, j'ai eu une petite nuit, je me suis levé très tôt, mais ça va, j'ai eu une nuit réparatrice cette nuit si vous voulez tout savoir, et donc on enregistre là ce matin, et franchement je suis en pleine forme. J'avoue qu'il est très tôt. Ouais. Même pour moi je trouve qu'il est très tôt. Jordan, on va apprendre à te connaître. Super. On va parler d'effets papillons. Tu vas nous en parler, tu vas nous en raconter 3, pardon. Ok. On va apprendre à un peu mieux te connaître, on va faire des débats sur la mode, sur tes effets papillons, ça va être très cool. Je fais juste un petit point pour vous remercier d'être toujours plus nombreux pour regarder les podcasts. N'oubliez pas, tous les premiers du mois sur YouTube et une semaine après, disponible sur Spotify, Apple Podcast. Ouais, je favorise. Stratégie. Je favorise le. Il est stratège. Hein. Je favorise la vidéo. Ok. Non, très bien. Je pense que c'est un bon calcul pour le coup. Bon, on va voir. On verra ce que ça donne dans quelques mois. Tu me diras. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Et si vous écoutez le podcast sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup et c'est très cool. Voilà. Jordan, on va apprendre à mieux te connaître. Allez. Est-ce que tu peux nous dire ton nom, ton prénom et ton âge? Je m'appelle Jordan Morin. J'ai 35 ans. Mon nom, mon prénom, mon âge, voilà. On est bon. C'est bon, ma carte d'identité est là. Ton métier? Et c'est une bonne question. Je pense qu'on peut dire que je suis influenceur. C'est ce qui est le plus compréhensible par les gens, même si c'est connoté négativement. Moi, je le revendique un petit peu. J'ai envie on pourra peut-être en parler, mais j'ai envie de le teinter de manière un peu différente. Donc influenceur, et puis donc on peut me trouver sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify, etc. parce que j'ai un podcast aussi, et par newsletter, donc je crée du contenu. Et aussi à côté, mon temps est réparti entre ça et avec un associé qui s'appelle Florian Deveau, on a une société qui s'appelle Facette Academy, qui est là pour accompagner des marques de mode, de lifestyle, en fait toutes sortes de marques. Moi je viens de la mode masculine, mais c'est pas forcément, elles peuvent venir de tous horizons. Au bout d'un moment, parfois elles ont un plateau de rentabilité, elles n'arrivent plus trop à convertir, avec leur site internet notamment. Et nous, en fait, on est là pour aligner les planètes, faire en sorte que les fondations soient bien solides, de les faire repartir du bon pied et pour viser la Lune, quoi, pour encore quelques années, faire en fait que toutes leurs actions soient vraiment en lien avec ces bases-là et soient cohérentes. Et c'est ça qui fait les marques fortes, puissantes. Voilà, avec un storytelling, avec... Ouais, exactement. Donc voilà, côté influence et côté plutôt stratégie marketing. Très cool. Hobby? En fait j'en ai beaucoup. Disons que mon hobby se confond avec mon métier puisque c'est la mode masculine, c'est mon sujet depuis maintenant. Je l'ai découvert quand j'étais en école de commerce, donc à peu près en 2011. Je me suis dit tiens, ce sujet me reste dans la tête depuis longtemps. Donc c'est devenu une passion, alors après
un hobby. À côté de ça, je fais de la musique depuis que je suis tout petit. Tu fais quoi? Je joue de la batterie, je chante. J'ai un groupe. Je vais pas te demander de nous faire un. Non, ne fais pas ça. Tu m'embarrasserais. Mais j'ai un groupe. Mais Je sais que c'est toujours gênant les gens qui disent ouais, je chante. Vas-y, fais-nous un truc. Vas-y, ouais. Dans les plateaux télé, on voit les gens qui se recroquevillent à ce moment-là. C'est l'enfer. Ouais. Et qu'est-ce que j'aime la photographie aussi beaucoup. J'en fais pas suffisamment. J'aimerais pouvoir gagner suffisamment d'argent, par exemple, si jamais on me donnait une somme d'argent pour le reste de ma vie pour être bien. Sûrement que je ferais de la photographie finalement. Okay. J'écrirais des livres et je ferais de la photographie. Donc j'ai aussi la littérature qui est très artistique. On reste sur l'artistique. Clairement. Une chose illégale que tu as déjà faite? Une chose illégale que j'ai déjà faite, j'ai déjà fumé de la drogue. C'est mal. Oui, c'est vrai que c'est très mal. Et d'ailleurs, ça m'a pas resté. C'était pour le en école de commerce ou peut-être avant, je sais plus, ou dans les soirées. Voilà, on essaye, puis finalement ça m'est pas du tout resté. Ce qui est pas plus mal. Non, j'ai aussi une chose, c'est que le mec il envoie tout ce qu'il a fait de son casier judiciaire. J'ai pas de casier, d'ailleurs la police me court toujours après. D'ailleurs c'est dans ce podcast que je révèle tout. Je vais tomber à cause de ce podcast. Alors une fois, et c'est très très con, j'ai escaladé la cathédrale d'Angoulême avec des potes, voilà. Et c'était absolument génial. C'était un souvenir délicieux, un souvenir complètement con, quelque chose qu'il faut pas faire et qui est vraiment à tout moment ça aurait pu devenir une catastrophe. Mais qui reste un bon souvenir. Super, vraiment génial. Quand tu arrives au sommet, alors il y avait des échafaudages, hein, c'était pas comme ça, comme le Spider-Man français, tu vois. Non. Là, j'aurais fait. On est en haut de la tour et puis on fait l'incendie. Ouais, non. Mais un sentiment incroyable en arrivant en haut. Ok. La chose dont tu es le plus fier jusqu'à présent? Ma fille. C'est pas une chose, mais c'est ma fille. Ou la chose ou la personne. Ouais. L'événement. Oui, ça c'est incontestable. La chose qu'il faudrait retenir à ton enterrement. On peut vraiment de. C'est sympa, pas trop con, ça va. Il était pas trop de mauvaise compagnie. Il était brave, cet homme-là. Oh là là, j'ai pas de. Ça, pour le coup, j'ai pas cet orgueil-là, tu vois, de vouloir laisser une trace particulière. Et en même temps, j'adorerais écrire un roman, mais c'est surtout pour un accomplissement personnel, je pense. Faudrait que je me psychanalyse à ce sujet-là. Peut-être que finalement, c'est plus que ça. Je t'en parler. Ouais. Ça peut être ça, l'effet papillon, finalement. Il y a un podcast qui est comme ça sur la mode, c'est Fashion Nemesis, un truc comme ça. Et c'est super, ouais, c'est des designers qui sont allongés. Et puis, marrant. Je regarde ça. Par une personne qui s'appelle Bella Freud. Avant de passer à tes premiers effets papillons, moi j'aime bien parler de l'effet papillon de la rencontre, de notre rencontre. Parce que, pour expliquer aux gens qui découvrent le podcast, l'effet papillon c'est hyper important pour moi parce que c'est vraiment un événement qui peut paraître lambda ou un petit truc, tu vois, qui au final fait faire des grandes choses, qui te change ta vie de manière permanente. Tu penses que je vais changer ta vie, David? Je pense que toutes les rencontres qu'on fait, je nous change la vie. Oui, tu vas changer la mienne. Nous allons changer mutuellement la vie de l'autre. Espérons, pour le mieux. Pour le mieux, on espère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans cet effet-là. J'aime bien aussi montrer aux gens les effets papillons avec les invités, de montrer comment d'une rencontre, comment d'un message, de quelque chose comme ça, on arrive à, là par exemple sur le podcast, on se rencontre, on découvre une autre personne, peut-être qu'avec d'autres personnes on crée des choses. Donc du coup je te connaissais pas du tout, et c'est un ami, photographe avec qui tu as travaillé, il me semble, non? Louis Vizet? Oui. Et du coup, moi je te suis depuis quelques temps, premièrement sur TikTok, et ensuite je t'ai découvert sur Instagram. J'ai direct trop aimé ton style, très chill, tu vois, le contenu était cool, parce que c'était mode masculine, et j'aime beaucoup ça, donc j'ai commencé à te suivre, et puis j'ai vu qu'on avait un ami en commun. Du coup, je lui fais un petit clin d'œil aujourd'hui, Louis Vizet, qui est un photographe bordelais. Et je lui envoie juste un message en me disant: tiens, j'ai vu que tu suivais ce gars-là, est-ce que y a moyen de se mettre en contact, etc. Il me dit: bah ouais, je travaille avec lui, je peux lui envoyer un petit message. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à rentrer en contact. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était hyper fluide. Enfin, je t'ai vraiment juste envoyé un message et tu me dis: ouais, ok. C'est ça. Alors qu'on pourrait croire des fois que c'est un peu compliqué et que
non, je peux pas, ou j'ai pas envie, ou j'ai la flemme. Enfin bref, il y a un milliard de raisons. Et j'ai aimé, et ça a confirmé du coup ce que je voyais sur les réseaux sociaux. C'est ce côté hyper simple. Et juste, on s'est envoyé quelques mails. Tiens, ben vas-y, carrément. Bon, planning, on a prévu ça il y a quelques mois déjà. Ouais. Mais hyper facile. Ouais. Et du coup, ce que j'ai envie de dire un petit peu aux gens, c'est que des fois c'est simple. Non, tu vois, c'est vrai. C'est vraiment juste, tu vois, des fois on se fait des montagnes parce que je choisis vraiment mes invités et je veux vraiment quelque chose de quali, je cherche des trucs très précis, tu vois, pour avoir une diversité dans mes podcasts. Oui. Je cherchais quelqu'un dans la mode. Et voilà. C'est vrai que dans la mode, ça peut être parfois compliqué. Il y a aussi même des créateurs de contenu, des influenceurs qui ont des agents. Moi, c'est pas mon cas. Parce que justement, j'en avais un et j'ai trop perdu ce côté humain, direct, authentique, spontané, voilà. Donc c'est vrai que c'est ce que je privilégie. Donc effectivement, tu m'envoies un message. Parfois, il y a les plannings qui sont difficiles à accorder. Ça, c'est normal. Mais voilà. Mais j'ai vraiment, pour te dire, j'ai beaucoup aimé la simplicité et je suis très content de te recevoir sur le podcast. Je suis très content d'être là aujourd'hui. et moi aussi j'ai apprécié cette simplicité et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de cultiver, de garder parce qu'en fait faut pas... on fait pas se prendre au sérieux. Ouais, puis moi je parle que de fringues. Hein. Je suis, voilà. On va commencer par ton premier effet papillon, qui est ton entrée aux bonnes gueules. Ouais, ça a changé, c'est un des points qui a changé ta vie. Oui. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus ? Alors déjà, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas rapidement ce qu'est Bonne Gueule, et puis pourquoi ça a changé ta vie ? Ça marche. Bonne Gueule, c'est une marque de vêtements. Avant, ça a commencé en 2007 comme un média. Le premier média, en fait, sur la mode masculine. Donc, les fondateurs, Benoît Vostenka et Geoffrey Bruyère, ont voulu d'abord en savoir plus eux-mêmes sur comment bien s'habiller quand on est un homme. Et il n'y avait pas beaucoup, c'était à l'époque où, donc 2007, rendez-vous compte, Internet balbutiait. Donc, il y avait des blogs qui commençaient à pointer le bout de leur nez. Et donc, eux... Ils ont commencé par créer du contenu, des articles qu'ils souhaitaient trouver sur Internet. Comme ils ne les trouvaient pas, en gros, ils les ont fait eux-mêmes. Et donc, Benoît est un geek dans le sens vraiment noble du terme. Il va diguer, il va chercher, il va creuser les informations jusqu'à obtenir vraiment l'essence sur un sujet. C'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que ce média, ce blog devenu média, donc un peu plus costaud, quoi, est devenu une référence pour pas mal d'hommes. Moi, j'étais lecteur. En 2014, si je dis pas de bêtises, ils ont fondé la marque de vêtements. Donc avec toutes les informations, tout le savoir engrangé sur le blog, ils ont commencé à faire une marque de vêtements et puis à les vendre. Et aujourd'hui, c'est une marque de vêtements. Maintenant, c'est un peu plus une marque de vêtements qui a un blog. Juste pareil pour que les gens situent un peu. On pourrait comparer Bonne Gueule à quoi en termes de positionnement ? Alors le positionnement a un petit peu changé. Bonne Gueule, au début, c'était quand même c'était surtout sur du bon rapport qualité-prix. Donc plutôt comme Ast par exemple. Et puis c'est une marque qui est née c'est une DNVB, c'est né sur Internet quoi. Maintenant, son positionnement est un petit peu plus élevé, les prix sont plus élevés, la qualité aussi. Bonne Gueule se différencie un petit peu aussi dans le design de ses pièces. Donc on va avoir quelque chose d'un peu plus mode qu'un Ast qui peut avoir des pièces un peu mode mais qui va être plutôt des bons basiques si je fais un petit peu rapidement. Et donc du coup t'es lecteur ? Oui, je suis lecteur à ce moment-là. Okay. Moi, je viens de faire... j'ai été diplômé d'une école de commerce en 2011, je crois, 11-12, mais je sais pas bien ce que je veux faire encore. J'en passe par une période un petit peu de chômage, de crise, je sais pas ce que je veux faire, mais je veux donner du sens. On va où ? Ouais, c'est ça, on va où ? J'avais mes potes qui partaient après une école de commerce ou quoi que ce soit, qui tout de suite embarquaient dans des parcours dans la banque, des choses comme ça. Moi, grosses boîtes. Ouais, j'ai tout de suite vu que c'était pas du tout pour moi et que j'avais envie de gagner peut-être moins d'argent mais de mettre le sens d'abord en fait, et je l'ai senti très très vite et donc là j'ai monté moi un blog de mode parce que un peu dans la même démarche que Bonne Gueule pour m'y intéresser, pour devenir plus chevronné sur le sujet. Expert un peu dans ton domaine. Ouais, au début plus modestement, et puis toujours modestement d'ailleurs. Mais oui, l'idée, ça reste quand même d'être un expert dans ce que t'aimes. Et la mode m'intéresse. Je me demande comment entrer dans la mode. Au début, je me dis tiens, je vais aller plutôt dans le produit. Donc je postule dans les marques que j'aime. Ami à l'époque, en 2011, commençait tout juste. J'ai postulé chez eux pour un stage.
qui était un stage d'assistant chef de produit. Donc, je suis allé à Paris. Moi, j'étais chez mes parents à Cognac, en Charente. Et donc, et j'ai été pris dans ce stage-là. Sauf que je l'ai pas fait parce que c'était payé 500 € par mois et que mes parents pouvaient pas me financer un appartement à Paris. La vie à Paris. Exactement. Et en fait, ça, je l'avais pas anticipé bêtement, quoi. Mais et en fait, j'étais face à ma désillusion. Là, je sors de cet appartement parisien. J'ai rencontré Alexandre Matussi, j'ai rencontré les équipes super, etc. Il y a un bon feeling. On aurait très bien pu bosser ensemble. Et ça m'aurait destiné à autre chose probablement. Et en fait, ça se fait pas. Et donc ensuite, je me dis bon, ça va être compliqué de passer directement en tant qu'assistant chef de produit. J'ai pas fait de stage là-dedans, etc. Chez Alexandre Matussi, chez Ami, c'était un match, mais ça va pas forcément se retrouver. J'ai tenté après. J'ai pas retrouvé cette chimie entre les personnes. Donc je me dis bon, bah je vais faire de la vente. Je vais apprendre le produit par la vente, vraiment me remonter les manches. Et c'est ce que j'ai fait chez De Fursac, chez Hermès. Et ensuite chez 7e Largeur, une marque de chaussures chez laquelle j'ai beaucoup appris. Donc à ce moment-là, il y a eu une croisée des chemins. C'était mon blog sur lequel le vestiaire de gym, pour ceux qui certains me disent je me rappelle du vestiaire de gym, alors ça me touche beaucoup. Les pionniers. Ouais, donc développer ça, y aller à fond, se dire all-in, tu vois, j'y vais à fond. Je pouvais avoir un petit peu de chômage à ce moment-là, donc essayer de vivre avec ce chômage-là et essayer d'aller à fond là-dessus. Ou alors, là, je vois une offre sur Bonne Gueule, cherche rédacteur. Donc là, je me dis bon, soit je vais chez quelqu'un. Tout ce que t'aimes. Ouais. Et donc, soit je vais chez quelqu'un où je sais que ça va matcher sur les valeurs, sur le poste. Je sais que je suis pas un imposteur, même si il y a quand même ce petit syndrome qui est là enfoui, mais je sais bien que ça va le faire. C'est excitant, mais c'est pas mon parcours à moi. C'est marrant que tu parles du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu l'as encore ? Non, parce qu'il y a un moment où je me suis dit, alors ça va être peut-être un petit peu cash, mais les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur sont des imposteurs. Arrêtez d'être un imposteur, vous n'aurez plus le syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc c'est-à-dire que au bout d'un moment, quand on est dans cette espèce d'entre-deux, c'est parce qu'en fait au fond on est un imposteur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas on n'est pas allé suffisamment loin sur ces sujets-là. Quand on commence à les maîtriser suffisamment pour qu'en fait, quand on est en face de n'importe qui, on se rend compte qu'en fait on en sait beaucoup. C'est pas dans une question de supériorité, pas du tout. C'est simplement on est vraiment au bout d'un moment suffisamment bien pour se dire non mais en fait ma légitimité elle est pleine et entière parce que j'ai suffisamment travaillé. En fait on gomme le syndrome de l'imposteur en travaillant, en devenant fort sur ces sujets. C'est marrant parce que du coup j'ai une autre vision de ça. Ouais. Je l'ai beaucoup eu. Ok. Je sais pas encore si je l'ai ou pas, tu vois. C'est marrant parce que je me suis pas posé la question, mais pendant très longtemps je l'ai eu parce que tout ce que j'ai fait, la photo, la vidéo, la musique, c'est des passions. Qui ne nécessitent pas d'études. Et dans mon schéma, dans ma tête, c'est faire des études pour faire un métier pour lequel tu es qualifié. Et là, quand j'ai commencé tout ça, je suis arrivé à un moment où tout ce que je faisais, ça a bien marché, mais sans études. Tu voulais un diplôme qui légitime ton... Je pense que si j'avais eu le diplôme, j'aurais été là, les gars, ça se voit. Et c'est marrant parce que donc la photo vidéo ça a très bien marché dès le début. En 2 jours, je pouvais faire le salaire d'un cadre ou tu vois, en 2-3 jours de tournage, je faisais le salaire d'un cadre. Et j'arrivais pas à me trouver légitime. Et je me suis dit c'est trop bizarre parce que c'est une passion. Donc j'ai pas l'impression de travailler. Je fais beaucoup d'argent entre guillemets dans le sens parce que c'est le nerf de la guerre, tu vois, pour vivre et tout. Donc j'étais content avec ma passion, je pouvais je crée de la valeur, mais par contre ça me paraissait trop simple. Et du coup j'étais en mode mais non c'est pas possible. Et du coup je me suis vraiment dit ça sur le syndrome d'imposteur. Et pareil pour la musique où du coup j'ai commencé DJ dans des petits bars au Pays Basque, etc. Puis je suis monté à Bordeaux et puis j'ai commencé à faire des trucs un peu sympas et puis j'ai même mixé à New York et c'était génial, mais toujours avec ce syndrome de l'imposteur en me disant j'ai juste appris à mixer dans ma chambre avec des tutos YouTube, je faisais n'importe quoi au début, et puis là je me retrouve à New York en train de mixer dans une boîte de nuit qui était trop cool et tout, je crois que c'était pour la Fashion
La Fashion Week, ou bref, un truc comme ça, un défilé, enfin, il y avait une soirée, une after party dans un des trucs et tout. Et j'étais là, mais c'est pas moi ça, je peux pas. C'est trop bizarre. Si t'es passionné et si tu connais tu bosses tes sujets, etc., tu es légitime. Parce qu'en fait, sinon, au bout d'un moment, on passe sa vie à se sentir illégitime. Parce que je pense qu'il y a même des artistes qui sont maintenant renommés. Je crois que Van Gogh a vendu qu'un tableau dans sa vie, quoi. Et peut-être qu'il a traîné son syndrome de l'imposteur toute sa vie. Et maintenant, on dit, mais quel génie, etc. En fait, tout est dans notre tête. Et dès lors que tu décides de ne plus être un imposteur, tu l'es plus, parce que justement, tu te mets dans la position où je ne suis plus un imposteur. C'est un peu comme ma fille. Je fais un parallèle sur la parentalité. Mais si vous passez votre temps à dire à votre enfant qu'il est timide, il va être timide. C'est écrit, en fait. Si vous passez... et moi, j'ai ça avec ma fille qui est introvertie au début. Elle a besoin de temps pour vous jauger, vous connaître, etc. Et si elle estime que c'est bon, c'est safe, ensuite, vous n'allez pas la reconnaître, elle va sauter partout, etc. Machin. C'est pas quelqu'un de timide, ça. Mais en revanche, elle a constamment des gens qui lui disent, quand on va à la boulangerie, quand on va, oh, elle est timide. Et moi, je passe mon temps à dire, non, elle est pas timide. Parce que je veux qu'elle m'entende dire, non, elle est pas timide, elle prend un peu son temps au début, mais elle est pas timide. Sinon, elle va se coller une étiquette sur la tête pour le restant de ses jours. Et le syndrome de l'imposteur, c'est ça aussi. Et donc, très vite, chez Bonne Gueule, donc tout match. Et puis, ça match à tel point que Christophe me sent bien pour essayer la vidéo. C'est quand même la vidéo devant une caméra. Alors maintenant, je fais ça tous les jours, ou presque. Mais à l'époque, c'est vraiment un gros saut dans l'inconnu. Là, le syndrome de l'imposteur te prend à la gorge. Après, tu fais confiance. Après, il y a sa nature personnelle. Au début, il voulait par exemple assister au tournage. C'était pas pour moi ça. Fallait d'abord que je sois seul. Alors j'étais pas seul parce que j'ai eu mon compagnon de fortune ou d'infortune selon comment on voit les choses, qui est Louis, qui est le réalisateur en fait, qui maîtrisait toute la technique de son et d'image, avec lequel j'ai fait donc mon format Panache. Et donc Louis, ça a été vraiment un binôme de travail formidable aussi. Voilà, Bonne Gueule, ça a été à la fois... On me donnait tous les ingrédients sur la table. Une aventure professionnelle et humaine incroyable. Et ben il y avait tout ça. On me donnait vraiment. J'allais travailler tous les jours. On me donnait une caméra pour se filmer. On me donnait un ordinateur pour écrire sur un sujet que je maîtrisais et sur lequel j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Donc ça c'est génial de se sentir vraiment dans l'enthousiasme. Tu vois, tu sens que tu as une bulle déjà, tu sens que tu as un background hyper conséquent. Et en plus de ça, tu vois une amélioration possible. Exactement. Il y a une infinité de choses que je peux apprendre, en plus des choses que j'ai déjà apprises. Et on me donne les moyens de le faire. C'est génial. Et je suis payé pour ça. On pourrait se dire, ok, alors j'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait une école de commerce, et je suis payé, entre guillemets, ça peut paraître à certains peu, que 1 800 €. Mais en fait, je fais du contenu. En fait, c'est le prix de la passion. Ah, mais exactement. Je dis souvent, même avec des potes et tout, des fois on en parle. Ouais. Tu sais, on fait les tu préfères. Ouais. Et tu vois, il y a eu des tu préfères un métier que t'aimes pas forcément, mais qui te fait gagner 5, 6, 7, 10 000 euros. Ouais. Ou un métier passion, mais qui te fait gagner 1 500, 2 000 euros. Tout le temps, je choisirais le métier passion. Ouais. En fait, t'as pas l'impression de travailler. Non. Et en fait, je pense que la clé de la réussite professionnelle, c'est à partir du moment où tu n'as plus l'impression de travailler. Mais que ce soit, tu sais, même dans ta boîte, si t'es salarié ou si t'es auto-entrepreneur. Parce que si t'es salarié et que tu kiffes ton travail et que t'as tellement pas l'impression de faire un métier chiant ou d'avoir des journées longues parce que t'es passionné par ton métier de je sais pas, dans la banque, dans la comptabilité, dans l'assurance, dans, tu vois, vendeur, prêt-à-porter, n'importe quoi. Si c'est ta passion et que tu kiffes, t'as pas l'impression de travailler, que c'est un plaisir, bah t'as tout gagné. C'est clair. C'est vrai que si tu places justement le plaisir de travailler sur l'argent que tu en retires, effectivement, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a une crise de sens qui se passe. Peut-être qu'au bout d'un moment, à 40 ans, 50 ans, tu te dis... Après, ça dépend des gens. Moi, j'avoue que ma chance, c'est de pouvoir gagner de l'argent avec ma passion. Et que ma passion... En fait, parfois on dit suivez vos passions pour en faire un métier. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est suivez vos compétences. Moi, j'ai de la chance que ma passion et mes compétences s'alignent. J'ai de la chance de pouvoir avoir une espèce de facilité dans le face cam, dans la présentation face caméra. J'ai cette compétence que j'ai pas, c'était pas inné, hein, je l'ai quand même cultivée, mais j'avais quand même un terreau sur lequel j'ai construit, etc., qui fait que ça s'aligne aussi avec les tendances de consommation de contenu d'aujourd'hui, avec ma passion de la mode. Tout ça s'aligne, s'imbrique très bien. Le bon endroit au bon moment. Exactement.
parfois, on est passionné par, je sais pas, l'aéronautique, et puis on pourrait se destiner à une carrière d'ingénieur en aéronautique, mais on est très mauvais en maths ou vraiment, je caricature à fond parce que je n'y connais rien, mais parfois on n'a pas cette chance-là. Ouais. Et dans ce cas-là, si on suit sa passion, en fait, ça va rien donner. Bah, vu que du coup tu as été chez Bonne Gueule et du coup donc tu as aiguisé tous mes outils, tes outils et ta créativité et puis ton esprit mode. Ouais. J'ai quelques questions à te poser sur la mode. Vas-y, shoot, j'envoie. Petite question juste avant. T'es uniquement mode mec ou tu peux aussi faire les filles? Est-ce que t'as une appétence un peu pour la mode féminine? Alors là aussi, ça peut être un sujet de syndrome de l'imposteur ou pas. Je me suis intéressé à ce que je pouvais maîtriser. D'abord, c'est la mode masculine parce que j'aime moi, mon corps. Parce que t'es un mec déjà. Donc ouais, c'est ça, ma psychologie, pouvoir me tester. Ensuite, ça a ses limites parce que je crois fermement que le vêtement ne doit pas être genré à aucun moment. Donc, je fais souvent du contenu qui est mixte, si on veut, ou qui est universel dans le genre dans lequel tu te revendiques, etc. Peu importe. Je fais aussi un peu de provoque de temps en temps pour aller titiller les masculinistes qui ont l'impression que quand on met des bijoux, des perles, on est moins un homme que quand on n'en met pas. C'est vrai que j'ai vu que tu avais fait une vidéo là-dessus, non? Oui. Ça, et je suis très perle en ce moment. Et oui, mais exactement, tu vois. Parce qu'en fait, ils mettent la virilité au mauvais endroit, ils se font retourner le cerveau, à mon avis, par des masculinistes, et c'est assez dangereux, je pense. Moi, je pense que la virilité, elle est ailleurs. Le fait d'être un homme, ça s'exprime pas par la manière dont tu te présentes, ça s'exprime il y a différentes manières d'être un homme. Donc ça parle aussi beaucoup. Tu prends les devants sur une de mes autres questions, ouais. Mais c'est hyper intéressant, on va faire un point là-dessus du coup. Qu'est-ce qui fait que t'es un mec ou pas? En fait, justement, je sais même pas s'il faut soit répondre à cette question. Là, moi, les contours de ma masculinité, je sais pas ce qu'elle est. Être un homme, ouais, je sais même pas te répondre. En tout cas, ma manière d'être un homme, moi, c'est de pas y répondre, et c'est de pas avoir, en tout cas dans ma manière de me présenter, de barrière. Sinon, ça c'est pour une femme, je peux pas le porter. J'essaie, en fait, j'ai même envie de dire, j'aimerais, quand je m'adresse à une personne, voir au-delà du genre immédiatement qu'on voit. Je fais tout pour m'adresser simplement à la personne. D'aller voir ce qu'elle pense, ses goûts, etc. Mais ce qui est un peu contradictoire, parce que dans un de tes podcasts, t'as dit la première chose qu'on voit... non, c'est un débat. Non, t'as dit une des premières choses qu'on voit, c'est tes vêtements. Exactement. Et du coup, qui définit ta personne. En fait, c'est pas que ça définit ta personne, c'est que quand moi je te vois, selon un petit peu mes bagages et selon ma manière de juger, de ne pas juger, parfois qui sont un petit peu inconscients, je vais avec les vêtements t'apposer une étiquette ou pas. Moi, j'essaye absolument de m'en détacher. Mais c'est naturel. Voilà. Parce qu'on a été élevé en fait comme ça. Tu vois. Quand tu m'as vu, du coup, c'était quoi l'étiquette que tu m'as Eh ben, je me suis dit que tu avais justement du goût et tu allais loin dans ta recherche de ton image, dans tes goûts personnels qui les accessoires, les bagues et les perles, j'ai vu tout de suite. Le rose aussi, c'est quelque chose qui peut trigger, pour employer un mot très français, pas mal de gens, d'hommes, complètement à tort, parce que, et même encore, alors même que les rugbyman par exemple s'en sont accaparés et ont fait un symbole de leur virilité. Et puis je l'ai aussi dit il y a pas longtemps, mais on habillait donc à la Renaissance ou même avant les garçons plutôt avec du rose, parce que on me l'a appris par Instagram par une personne, je ne me rappelle plus son prénom, mais merci, que le rose en fait était un dérivé du rouge, symbole de puissance. Donc c'est pour ça qu'on habillait les garçons en rose, et les filles en bleu ciel, qui était plutôt le symbole de la Vierge Marie. Donc c'est marrant comment les signes ont changé. Exactement. En fait, j'arrive pas à comprendre que justement on attache une connotation aux choses qu'on voit, à un vêtement dans sa forme, à une couleur dans son intensité, dans sa nuance. On va mettre une connotation dessus, et on ne voit pas, les gens qui ne voient pas que c'est une connotation qu'on a plaquée, que c'est une interprétation qui n'a lieu que dans notre esprit, j'arrive pas à comprendre ça, tu vois. Comment ils n'arrivent pas à s'en détacher, de dire « Ah non, mais ça en fait c'est une construction sociale ». Et du coup ça n'a aucun sens. Moi, la chose que je vois le plus dans, on va dire, quand on est un peu différent
différent Oui. de la norme. Oui. Et encore, faudrait définir une norme déjà. Mais c'est vrai que mes amis ont tendance à penser ils me disent que je fais partie des personnes décalées dans l'entourage, tu vois. Bien sûr, c'est un compliment. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime. Et tu vois, j'aime bien tester des trucs. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Tu vois, dernièrement... Oui, j'ai vu aussi... Tu vois, je sais pas si on va le voir, je fais qu'on appelle ça, je me fais les ongles, tu vois. Oui. Et tu vois, je fais des motifs minimalistes, etc. Et je surkiffe. C'est de l'expression personnelle. Et souvent, j'ai testé plein de trucs, voilà. Mais pour moi, c'est des trucs nazes, tu vois. Genre, porter du rose, porter des perles, ça et tout. En fait, moi, je trouve pas ça excentrique. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus excentriques que moi. Mais le truc qui revient souvent, tu vois, c'est vraiment lié à ton genre sexuel. Exactement. Tu mets ça, tu mets du vernis, truc, etc. Et en fait, je pars du principe très simple que si t'es à l'aise avec ta sexualité et avec qui tu es, potentiellement, tu vois, il se passe rien de fou dans ma vie. Tu vois, je suis passé, je me dis, peut-être que je vais changer, peut-être que je suis plus que je suis vraiment. Tu sais, je trouve ça un peu naze. Et du coup, je suis très très à l'aise avec qui je suis maintenant, mon physique, ma sexualité, etc. Et du coup, c'est ça qui me permet aussi de pouvoir faire ce que je veux. Et je me dis, bah c'est ok. Ça, c'est les commentaires que je vois souvent. En fait, ça part. Les gens qui pensent que, parce qu'ils mettent des perles, il y a une chance qu'ils se gayisent, qu'ils deviennent gays, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'était être gay, en fait. Parce que ces personnes-là, généralement, ils ont l'impression que c'est une maladie. C'est quelque chose qui peut s'attraper. Qu'on peut transformer des gens par l'éducation, les rendre gays. Alors, moi, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est juste qu'on est comme ça. Et c'est intrinsèque. Exactement. Donc, effectivement, si toi, t'es complètement... en fait, c'est que t'es complètement à l'aise, comme tu dis, avec qui tu es. Mais alors ça suppose une chose, c'est d'être bien avec soi. Ça suppose d'être allé loin dans sa tolérance de soi-même. Comment on envisage les choses, comment on réfléchit, ces petits jardins secrets, parfois ces petites cassures, ces petites fêlures morales, ces petites choses, ces contradictions qu'on ne dit pas, ces choses qui font qu'on n'est que nous et on les sait, on les met à plat, on est face à nous-mêmes, on ne se juge pas, on s'accepte. Et ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, si ce travail-là est bien fait, on peut être avec les autres de manière harmonieuse. On peut être en présence des autres de manière harmonieuse et s'exprimer par l'apparence parce que c'est un jeu formidable. Grave. Puis c'est illimité. Exactement. Et ceux qui... Effectivement, il y a toujours des gens qui vont pointer sur cette perle-là, ça sort de mon cadre de compréhension de ce que c'est un homme. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai peur d'en sortir moi-même, parce que j'ose pas, parce que j'ai une mauvaise compréhension de ce que c'est que de sortir, d'être un homme. C'est des gens qui ont besoin d'être dans un cadre précis de ce que c'est un homme. Peut-être que c'est des gens auxquels justement on a enseigné que pour être un homme c'était ça, être un homme c'était ça, être un homme c'était ci. C'est super difficile de casser ces barrières-là. Moi, j'ai de la chance qu'on me les a pas inculquées comme ça. Mais alors, on me les a pas inculquées non plus comme ça. Par contre, je ne saurais pas dire à quel moment j'ai switché et je me suis laissé aller. Tu vois, c'est marrant. Ouais. J'arrive pas à me dire... tu vois, j'adore les tendances, les trucs. Moi, je commençais à porter des bananes, tu sais, des sacoches, etc. avant que ce soit à la mode. Ouais. Au tout début, Ouais. je suis très content de ça d'ailleurs. J'étais précurseur. C'était lui. Et mes amis me disaient, mais c'est éclaté, c'était dans les années 90, 2000 et tout. Je fais, ça va revenir, ça va revenir. Et je mettais mes petites sacoches et tout de temps en temps, donc tout le monde se foutait de ma gueule évidemment. Ouais. Putain, mais ça va revenir. 3 ans après, c'est revenu. Putain. Ouais. J'avais la vision. Mais je sais pas à quel moment ça m'est venu de me détacher de tout ça et de me dire, bah tiens, j'ai envie de mettre du rose, je vais mettre du rose. Tiens, je vais mettre des bagues, je vais mettre des trucs, tiens, les ongles. Alors que, tu vois, de base, c'est pas un truc qui me serait venu à l'esprit. Mais je peux te dire exactement quand c'est venu, à quel moment. Ah, dis-moi. C'est moi qui vais m'allonger. Je vais faire ta thérapie. Alors, non, mais pas pour toi. Ah, ok. Ah, pour toi, non, je sais pas. Je sais pas cette présomption. C'est que je sais pour moi, parce que j'ai tendance parfois à être un peu trop dans ma tête, hein, ça peut être un défaut, à surinterpréter des choses, mais à les garder pour moi,
surcogiter, quoi. Mais ça m'a appris aussi à en apprendre beaucoup sur moi-même. J'étais quelqu'un de plutôt solitaire, je m'épanouis plutôt. J'aime bien les gens, il me faut ce côté, cette sociabilité, je la recherche, mais aussi, au bout d'un moment, c'est les introvertis. Au bout d'un moment, la coupe est pleine, on a besoin, hop, bulle, voilà, exactement. seul. Et donc ça, être bien seul, vraiment, je trouve que c'est la base de tout. Et en fait, je savais que pour un petit peu potasser mon sujet justement de la mode masculine, et si jamais j'avais envie, moi, de me présenter, de m'utiliser en tant qu'image pour présenter des choses, etc. Bref, je savais pas que c'était de devenir influenceur, c'était pas ça, mais il fallait peut-être que je gagne en dérision sur mon image, en me ragaillardir et d'être capable justement d'explorer, de m'exprimer avec le vêtement et de plus avoir peur du regard des autres. Moi, ça a été quelque chose qui a été fort chez moi, le regard des autres, justement en surinterprétant ce que les autres vont dire, vont penser. Donc je savais qu'il fallait que je trouve des moyens pour contourner ce regard des autres là et le faire mien et le comprendre ou le minimiser. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité d'un Movember où avec mes potes, on s'est laissé pousser la moustache pour la garder ensuite. Parce qu'en fait, j'ai vu que cette moustache, à cette époque-là, c'était maintenant il y a quand même pas mal de temps, peut-être 2015, 16, un truc comme ça, 16 peut-être. Quand je l'avais, je voyais qu'on me regardait. Et du coup, je me suis dit, ok, donc c'est peut-être en fait ma chance de me confronter au regard des autres de manière très très frontale. Et donc je l'ai gardé. Aussi parce que je l'aimais bien. Et en fait, ça m'a vraiment appris ça en fait. Au début, c'était difficile pour moi. Les autres me regardaient pour ça. Je me disais, mais je suis qui avec ma moustache, je me prends pour qui cette espèce de trait de poil juste en dessous entre le nez et la lèvre supérieure, ça a aucun sens en fait, ça n'a pas de sens. Mais j'ai persévéré et ensuite je l'ai gardé. Et ça a été ça a été un déclic de me dire... En fait, parfois, vraiment, les gens, ils regardent simplement pour s'informer, en fait. Ils regardent pas pour juger. Les yeux, parfois... C'est juste des fois... c'est juste un scan sans arrière-pensée, juste... On va faire un petit jeu en attendant. Yes. Tu valides ou pas? Allez. Amiri. Alors, j'ai besoin de justifier ou c'est non ou oui? Si t'as une justification à faire, c'est 2 mots. Ok. Alors, tu m'as dit Amiri? Amiri. Mais je sais pas ce que c'est. Tu connais pas la marque? Ça me dit vaguement quelque chose le nom, mais je l'ai pas en tête. Non. Tu l'as pas en tête? Ouais. Octobre. Oui. oui, parce que ça, ils ont compris quelle était leur cible et ils servent leur cible et ils font des vêtements au bon rapport qualité-prix, accessibles avec des petits côtés un peu mode de temps en temps. Louis Vuitton. Oui pour le savoir-faire, non pour les dérives. Émile Léon d'Or. À fond, parce que du branding super. Après, faut pas y aller pour les fringues. Les fringues sont pas si exceptionnelles. C'est juste l'histoire autour et la manière d'exécuter cette histoire qui est super. Zara. Non, 1000 fois. Jacques Mus. Oui, génie du marketing, du storytelling. Aussi dans le design, il y a des créations qui sont superbes. Après bon, c'est beaucoup plus haut que ça ne devrait être vraiment, faut qu'on se calme, mais oui quand même. Drôle de monsieur. Drôle de monsieur, très cool, ils suivent leur petit bonhomme de chemin avec beaucoup de goût et une vision précise des choses. Acne Studio. Oui, Acne Studio, oui. Vous êtes trop cher, Acne. Oui, vous êtes trop cher, Acne, oui. Our Legacy. Our Legacy, une marque qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle, dans la créativité, dans son histoire aussi. Une vraie marque, très très chère, mais un vrai propos stylistique. Casablanca. Oui, absolument. Superbe, ils ont commencé par les pantalons. Il va sereinement et c'est très beau avec cette vibe là rétro, années 60, notamment 50-60, bien fait. Au Maroc aussi, c'est cool. Ami. Oui et non, oui au début, et puis ensuite maintenant, en fait, formidable marque qui attire ses clients et qui maintenant, rien qu'avec un logo, dit tout, c'est formidable ce qu'il a construit en si peu d'années finalement. Après, moi je trouve que ça se perd de son sens, ça devient une marque qui n'appartient plus vraiment à son créateur. Moi ça m'excite plus quoi. American Vintage. Non.
Non, parce que je pense pas mal de greenwashing, parce que ils surfent sur ce truc bohème, chic, trop cher, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ils font des vêtements pour les vendre, ils s'en foutent de ce qu'il y a derrière, je pense. Je trouve que c'est pas des gens super passionnés par le produit. C'est mon avis. Hein, Tu as le droit de donner ton avis. Nanushka. Je connais très très peu. Ok. Je les ai connus avec la collab avec Zara. Ok. Que j'ai trouvé pas mal d'ailleurs. Et un dernier par exemple, Fear of God. Je valide pas non plus, c'est beaucoup trop cher. En fait, c'est cool dans la fame, mais en fait, à quoi bon je trouve que vraiment moi je trouve que c'est dépenser trop de thunes dans ces vêtements pour pas grand chose. Je veux derrière racontez-moi une histoire, je veux derrière donnez-moi du savoir-faire. Le vêtement c'est quelque chose, on a l'impression que c'est banal, mais c'est très difficile à faire et les gens qui le font bien ils méritent d'être payés. Ces gens-là, moi je suis pas sûr. Pour finir, est-ce que tu pourrais recommander 2 marques recommander pour que les gens puissent peut-être s'intéresser, découvrir? Ok, j'ai A Kind of Guys que j'ai cité, A Kind of Guys. Oui, il faudrait que je te le donne à écrire. C'est une marque qui est allemande, c'est une petite marque, niche. C'est une marque qui justement va loin dans le savoir-faire, va chercher des savoir-faire exceptionnels au Mexique, un peu partout. C'est une marque qui aime la matière et qui la travaille avec des vêtements qui sont pas du tout chiants. Et une deuxième pour les... Et une deuxième, en fait j'en ai plein qui me viennent. Faut choisir. Faut choisir. Attends, mais je vais citer des marques comme ça. Chez les Français, on a des marques, il faut les la caméra. Ouais, alors il y a Coltès, je salue Florent. C'est ce pantalon là que j'ai, il fait du super travail, des basiques super bien faits. On a ensuite Arpenter, je pense à ça parce que j'ai Arpenter là, ils sont à Lyon. Formidable ce qu'ils font. Et voilà, pour les chaussures, Jacques Solovière. Et j'ai aussi 7e largeur. J'embrasse Mathieu. Voilà, et pour rester sur les Français, je fais des dédicaces, je drop des... Tu vois. Allez, go. Pour les lunettes, je pense à Lesca. Et je pense à UPLF. Et j'embrasse Mathieu de Lesca et Pierre d'UPLF. Et c'est pas simplement parce que c'est des amis, justement c'est devenu des copains, c'est devenu des connaissances et des copains parce que leur produit est tellement bon que j'ai dû me rapprocher d'eux pour partager la passion, leur en parler, etc. On fait des choses en France qui sont formidables. Bon là, vous avez plus de... Là, il n'y a plus d'excuses. Non. Vous savez maintenant quoi faire pour bien vous habiller. D'autres questions très rapides. Un accessoire qui est sous-estimé chez les hommes? Une bonne paire de lunettes peut-être. Alors, je sais pas si c'est sous-estimé, mais une vraiment bonne paire de lunettes, ça peut changer, donner vraiment une personnalité de fou. Le pire fashion faux pas que tu as vu dans la rue ou à la télé ces derniers temps? C'est surtout s'habiller trop petit ou trop grand. Ok. Surtout trop petit. La pièce vestimentaire masculine qui mériterait de disparaître à jamais? Je suis très peu sur ce genre de choses parce que je pense toujours qu'on peut bien faire les choses. Non, mais alors les t-shirts à message, ça dépend. J'ai besoin de vacances. Alors, c'est pas masculine, c'est pas une pièce masculine, mais tu vois ce genre de truc. Tu vois, les pièces qui disent trop de choses, qui se trompent en fait d'expression. Pantacourt, évidemment, il y a des gens qui sont mis à bien le porter là. Mais de manière un peu street. De manière générale, le pantacourt, faudrait peut-être... Non, horrible. Faudrait peut-être le supprimer. Au niveau de la silhouette. Et je porte mes pantalons très courts, hein, mais pas si courts que le pantacourt. Si tu devais conseiller une tenue pour un premier encart? Alors, bon, ça dépend parce que ça dépend de la personne qu'on voit, ça dépend là où s'inscrit ce rencard-là, si c'est plutôt le soir, si c'est plutôt le... Voilà. Tu veux que je te fasse une mise en contexte? Vas-y, ouais, vraiment, fais un truc précis. Ok. Et promis, je parle pas de moi. Vendredi soir, Ok. dans le centre de Bordeaux. Petit verre sans prétention, mais quand même bar à cocktail, tu vois. Pour passer un bon moment. C'est l'hiver ou... Fin d'hiver. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de maintenant, finalement. Et promis, on parle pas de moi. Fin d'hiver, tu vois, il fait encore un peu froid, mais... Et puis, ouais, vendredi soir, on se prend un petit verre, petit cocktail avec une petite musique sympa le soir. Ok, alors moi, ce que je ferais, c'est un pantalon, alors plutôt dans les tons un peu sombres. Un peu... le soir, j'aime bien quand c'est des vêtements un peu sombres. Je pourrais m'habiller comme ça un peu le soir. Du bleu marine. On évite le noir pour moi. Du bleu marine.
bleu nuit. C'est très beau. Un pantalon plutôt habillé, plutôt pour moi taille un peu haute, pour être dans une élégance, une certaine le côté un peu formel. À pince ou pas, on s'en fout, plutôt en laine, donc bleu nuit, avec moi des mocassins parce que j'adore ça. Mais si on n'est pas à l'aise, ça peut être des sneakers, tout à fait, mais bien clean et plutôt des sneakers très fines. Moi, je dirais plutôt ça. En tout cas, moi, je serai en mocassin. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez. On va pas jouer trop l'originalité sur les chaussettes, quoi. On va rester un peu sobre. En haut, moi, je mettrais pas forcément une chemise. Je mettrais plutôt. Mais là, c'est très très chic, hein, mais plutôt un polo en maille, en laine mérinos, bleu nuit. Et c'est très sobre et je mettrai un petit foulard parce que c'est moi, mais sinon pas de foulard, mais un t-shirt en dessous qui peut se voir, par exemple blanc peut-être à éviter, mais un t-shirt sombre, ça peut le faire. La montre, il faut qu'elle soit pour moi, j'aime pas, je pense que les grosses montres faut bannir. Une petite montre, moins de 38 mm, ça dépend le poignet, ça dépend la main. Tu sais que je fais un aparté, tu sais ce que c'était ma première montre? G-Shock. Non. Est-ce que tu te rappelles, c'était il y a quelques années, c'était il y a 10 ans, les premières diesel? Oh putain. Les diamètres 58, je crois, comme ça. C'était un compteur de voiture. Ah putain, oui. Bah oui, c'était une idée de la masculinité. Mais c'était la mode à un moment. Ouais, à une période. Exactement. C'était une certaine partie de la mode. Mais pourquoi? Parce que j'avais vraiment un truc mais comme oui, ça. mais parce que les marques ont commencé à faire des montres, elles voulaient que Guess ça se voit en gros, ou tu vois. Donc puis il faut mettre un cadran. Et déjà, quand tu mets une montre diesel, tu sais que déjà t'aimes pas l'horlogerie. Diesel. Oui, non, c'est ça. Oui, non, c'est clair. J'ai affiné après mes goûts, mais bref. Non, c'est très bien. Plus une petite montre rétro élégante. Et c'est déjà pas mal. Ouais, exactement. Et là, on chope. Et là, on emballe. Et là, forcément, c'est premier rendez-vous, c'est dans le mille. C'est gagné. Effet papillon numéro 2. Allez. Le passage du salariat à la création de contenu. Oui. À l'influence. Oui. Ça a changé ta vie. Oui, c'était en 2024, il y a un an. Pas longtemps. Oui, exactement. En fait, quand j'étais chez Bonne Gueule, les gens me trouvaient sur Instagram. Je faisais pas forcément je jouais pas à ce jeu-là. Toute ma création de contenu était dédiée à Bonne Gueule et allait sur les canaux de Bonne Gueule. Mais les gens, quand même, qui aimaient ce que je faisais, me trouvaient sur Instagram, voulaient voir finalement. Qui est ce gars derrière la rédaction? Voilà. Ils avaient apprécié, tu vois, peut-être la personnalité, donc ils avaient envie de connecter un peu plus. Donc petit à petit, je suis arrivé à 12 000 personnes sur mon compte, sans mettre d'efforts particuliers sur ce côté-là. Ce qui est donc c'est déjà cool. Très bien. Ouais, très très cool. Parce qu'il faut y arriver aux 12 000. Hein. Exactement. Et au bout d'un moment, chez Bonne Gueule, j'étais passé de la création de contenu à des fonctions plus marketing que j'ai adoré faire. Mais au bout d'un moment, j'ai fait un petit peu le tour. J'étais arrivé au bout d'un chemin, j'avais envie de faire résonner un peu plus ma propre voix, sûrement. Et du coup, là, le freelance, j'en ai parlé à Benoît, et super cool avec ça. Et donc, on a fait ça de manière très douce. Je continue à travailler pour eux, d'ailleurs. Et donc là, le grand saut en 2024. Je ne sais pas si ça va marcher, vraiment. Parce que jusque-là, j'étais T'es encore en phase de test? Ouais. Non. Là, maintenant, je sais que ça marche. Ah, ok. Mais en 2024, oui, d'accord. ok. Il y a un an, tu t'étais saut dans l'inconnu. Exactement. Donc, en décembre, je me dis... j'ai pas de doute, en fait. J'ai pas de doute. Et de toute façon, j'ai décidé que c'était ça. Et encore une fois, je peux me gaufrer. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de dire je me suis trompé. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui peuvent justement avoir peur de se tromper et vouloir être toujours dans... sauver les apparences, ne pas faire mauvaise figure. Un échec, pour eux, c'est... voilà. Un échec, c'est un apprentissage. Moi, je m'en fous de ça. Très clairement, et je pense que c'est comme ça qu'on avance. Et encore une fois, ça vient du fait que je me connais bien et que je vais pas me juger juste parce que j'ai échoué. Voilà. Ouais. Si j'ai échoué, ça veut pas dire que je suis moins bien que je pensais. Ou que t'es mauvais ou que... Exactement. Non. Donc je me lance, mais comme je sais pas si je vais avoir des clients, si je vais pouvoir gagner ma vie avec l'influence notamment, je multiplie les formats. Je me dis, je vais lancer une newsletter, je vais lancer un podcast, je vais lancer donc mes réseaux sociaux sur Instagram et TikTok, et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de travail. Et avec un enfant en plus à la maison. Exactement. Une femme. Exactement. Voilà, donc... le mec ne dort plus. Donc ouais, non, ça fait beaucoup de choses. Mais en fait, très très vite, j'ai des gens qui veulent travailler avec moi. Parce qu'ils connaissent mon travail chez Bonne Gueule. C'est Bonne Gueule qui m'a servi de carte de visite. Cet engagement, il vient d'où? C'est quoi le...
Selon toi, la clé? La clé, c'est parce que je fais des vidéos pour les gens. Je crée des choses pour les gens. Je crée pas des choses pour me voir dans le reflet de ma caméra. Je veux parler aux gens à travers mon exemple, à travers ma vie, parce que c'est celle que je mets en scène, même si je mets pas en scène ma vie. Vous verrez très très rarement ma fille, ou d'ailleurs vous la verrez jamais, enfin si on de dos, etc. Mais ma vie telle qu'elle est, vous allez pas me voir en train de prendre un matcha de thé au Starbucks, etc. Parce que c'est pas ma manière de faire les choses. Pas ta DA. Non. En revanche, parce que je considère que me voir moi, Jordan Morin, avec une flûte dans champagne ou un truc comme ça, on s'en contrefout, tu vois. Puis c'est pas toi, forcément, sur les réseaux. Exactement. Mais en revanche, moi j'ai envie, quand je fais une vidéo, je me dis, tiens, à qui je m'adresse quand je fais cette vidéo-là? Ça va parler à qui? Qu'est-ce qu'il va en retenir? Je veux lui donner de la valeur. T'es hyper impliqué dans le processus de créa. Ah oui, mais de toute façon, moi, en fait, mon but... C'est bien, parce qu'il y en a... Il y en a qui sont pas très regardants sur, mais exactement. Mais sur en fait, la DA et ils laissent passer un peu le truc. Mais si tu veux, moi, mon but, c'est pas d'avoir 1 million de personnes qui me suivent. C'est même pas d'en avoir 200 000. En vrai, il vaut mieux avoir même 50 000 ou même 10 000 personnes hyper impliquées que 200 000 éparpillés. Hein. Moi, je veux que les gens qui me suivent soient là justement parce qu'ils savent qu'ils peuvent me faire confiance aussi. C'est là où tu vois l'influence. On parle des influenceurs de manière souvent négative. Influenceurs, voleurs, etc. Et c'est largement mérité. C'est souvent lié à la télé-réalité. Voilà, mais c'est largement mérité parce qu'ils faisaient n'importe quoi avec leur image, etc. pour gagner un maximum de cash. C'était pas pour les gens qui les suivaient, ils y voyaient une potentialité. Ils y voyaient de l'argent facile rapidement. Exactement, et c'est ce qu'ils ont fait. Court terme. Et voilà. Moi maintenant, j'ai envie de dire, attendez, ok, peut-être qu'ils ont fait nimp, mais ce mot d'influenceur, il peut aussi être positif. Moi, j'aime à me dire qu'avec mes connaissances, comme c'est mon métier, ma passion, je vais creuser des sujets que les personnes qui me regardent n'ont pas le temps ou l'envie de creuser, et ils comptent sur moi pour leur ressortir des trucs, des petites pépites, etc. Donc je les influence, oui, mais je les influence bien. Parce que moi, je vais pas leur faire des hauls Zara, je vais pas leur faire des hauls Shein, tu vois. Ça serait fou. La fille, de commencer un format comme ça, tu vois, et puis au bout d'un moment, il y a un twist, il y a un truc. Le mec pète un plomb. Alors là, j'ai commandé 10 fringues chez Shein. Vous vous rendez compte, pour 50 balles, j'ai rempli mon armoire. Ça serait fou. Non, voilà. Donc moi, vraiment, c'est ça que je veux, c'est que les gens, je veux qu'à aucun moment, ils se disent, ah, c'est pas sincère. Ouais. Tu vois, ou ils recommandent ça, mais c'est plus pour la thune que pour le... J'ai l'impression que dans le milieu dans lequel tu évolues, qui est la mode masculine, vous êtes tous trop cool. Ah, je croyais que t'allais dire tous trop cons. Ouais, c'est un autre podcast après ça. T'imagines, le mec qui est en roue libre. Vous êtes idiots, les gars. Ouais. Alors, oui, non. Va te débrouiller avec ça après. On est tous trop cool. Ouais, non. Je vous trouve tous t'es cool. Et alors, je me le suis noté parce que des fois j'oublie un peu les prénoms. Les principales personnes que moi je suis, c'est Lucas. Lucas Galaccio. Paul Binam. Paul Binam, oui. Qui a un très bon flow énorme. Également. Et puis lui, il a un côté très esthétique sur la vidéo. Oui. C'est un technicien aussi. Ouais, moi j'adore. On a Emmanuel PCR, que j'aime beaucoup également. Et Kevin Bourgade. Kevin Tipstyle. Et je trouve que vous dégagez un truc très cool, tous. C'est-à-dire tu sais, une espèce de vibes, un truc un peu... je sais pas, on a envie d'être vos potes. Oui. Est-ce que tout le monde est pote et tout le monde est cool, etc. Bonne question. Écoute, alors déjà merci pour ça. En fait, moi je trouve que les gens qui valent la peine d'être suivis, c'est ceux qui justement ne se prennent pas pour les rois du monde et des superstars et qui traitent la mode et le vêtement pour ce que c'est, un objet du quotidien qui a beaucoup d'importance, qui n'est pas futile parce qu'il t'apporte de la confiance, etc. Ça peut changer presque ta vie en fait de s'y intéresser. Bon, je suis un peu... mais quand même, ça reste banal. Moi, j'ai des rapports avec... on s'envoyait un petit peu des messages de temps en temps. Paul, je travaillais un petit peu avec lui par l'intermédiaire de Bonne Gueule. On s'est un peu perdu de vue, etc. Mais trop sympa et vraiment des gens passionnés. Lucas Laccio, on s'est encore écrit hier pour se partager des trucs de... C'est mon collègue en fait. Tu vois, on se partage des... Je lui ai dit, tiens, j'ai vu la story de Nanda Schwartz
qui est une influenceuse allemande, qui est super aussi si vous êtes une femme et que vous cherchez, une femme ou pas d'ailleurs, parce qu'elle a des conseils qui s'appliquent un petit peu à tous. Et donc, elle met qu'elle fait entre 80 000 et 100 000 en audience sur une story. Et donc, je lui envoie à Lucas là-dessus, je dis... par vocal, je lui dis attends, tu fais combien toi en audience, parce que ça me paraît colossal. Bon après elle a 500 000 personnes, tu vois. Et donc il me le dit, et après il me pose une question, il me dit tiens là t'es pas un peu en perte de vitesse par rapport à, j'ai l'impression qu'on est moins favorisé dans le truc, ou qu'il y a peut-être un truc qui se passe. Bref, on échange comme un collègue, et il n'y a pas du tout de compétition. Kevin aussi, Bourgade, Kevin Tipstyle, on s'échange des trucs, c'est très bien. Et en France, sur la mode masculine en tout cas, on a vraiment cette chance que moi, tous les gens que je connais de mode masculine, ils sont comme ça. Je citerai aussi Boracification, Farid, Friengo, et j'en oublie, mais on est là pour le coup. Il faudrait même qu'on se rencontre, enfin, je les ai rencontrés un peu tous là, mais qu'on se fasse des espèces et presque même des petites, des événements un peu conférences, tu vois, où on peut inviter du public pour parler de toutes ces choses-là, parce qu'on n'est pas des concurrents. En fait, on a, effectivement, sur certains sujets, on a les mêmes sujets, mais on va les traiter de manière différente. Et aussi, surtout, tu vois, moi, les gens qui viennent me voir, même si le sujet de la mode masculine les intéresse, ils viennent et ils restent avec moi parce que parfois, tu sais, c'est comme avec tes potes. C'est pas une personnalité, voilà. C'est un feeling. Exactement. C'est exactement ce que je dis pour la photo vidéo, c'est que il y a du bouche-oreille qui se fait et tout, mais après tu collabores également parce qu'il y a un feeling, parce qu'il y a une façon de filmer, une façon de faire, un savoir-faire, un savoir-être, et il y a de la place pour tout le monde. Moi, je suis très ok avec ça, sur le fait que c'est pas parce que tu gardes tout pour toi que tu partages rien, tu t'avanceras jamais avec ça. Non, mais clairement, il faut pas regarder les autres en fait. Tu vois, faut pas se dire, tiens, il a encore pris tant d'abonnés, ou en fait on s'en fout parce que percé, pas moi j'ai fait ça et tout. Non, on s'en fout. Quand on se focalise sur ce que font les autres, la manière dont ils font les choses, on se focalise pas sur nous et notre véritable voix intérieure, notre personnalité. Et en fait, c'est ça qu'il faut cultiver. Là encore, je parle d'introspection. En fait, il faut pas suivre les tendances de création de contenu, parce que c'est ça qui va aller m'apporter plus d'audience ou quoi que ce soit. Il faut suivre sa propre voix intérieure, il faut la trouver pour ça. Et pour faire un petit parallèle avec les marques, justement, le fait que je trouve ça débile de se sentir en concurrence avec les autres, je fais un parallèle avec les marques. Quand on est une marque et qu'on se sent... on a des concurrents quand on est une marque. En revanche, il faut arrêter de croire qu'on va convertir un client, un consommateur, pour justement consommer que sa marque à soi. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens achètent, parfois ils vont en fast fashion acheter un petit truc machin, et après ils peuvent acheter un truc de luxe par exemple. Parfois ils vont, on a plein de marques sur nous parce qu'en fait on n'a pas envie d'être, ça dépend des personnes, mais on n'a pas envie d'être l'étendard d'une seule marque. Et je pense que les marques ont beaucoup plus à gagner à comprendre ça et à collaborer entre elles. Notamment c'est ce que Bonne Gueule faisait très bien, et parfois le faisait moins. Et je pense que ça fait partie de l'ADN de se dire, ok, nous on fait, si vous voulez tel vêtement, etc., on le fait, allez chez nous. On a des concurrents, mais effectivement, allez chez nous, c'est mieux parce que c'est notre marque. Mais pour toutes ces choses, etc., ces autres choses, là, ils font des savoir-faire incroyables. Je trouve qu'on a plus à y gagner, en tout cas, pour résumer, que ce soit pour les marques ou pour les influenceurs, plus à y gagner à partager, à rediriger des flux, à dire tiens, ça t'intéresse. Alors nos abonnés, tu vois, si t'aimes ça, va voir ce gars-là. On a plus à y gagner. Je trouve ça cool et sain. Et c'est sain et c'est reposant. Troisième effet papillon, du coup, qui est beaucoup plus personnel, c'était la naissance de ton enfant. Oui, c'est vrai que ça a changé ta vie. Oui. Est-ce que je peux comprendre? Oui. Mais pour le meilleur. Souvent, quand on parle. Du coup, c'est une fille. C'est une fille, oui. Elle a quel âge maintenant? Elle a 3 ans et demi. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi cet effet papillon? C'est vrai que ça bouleverse tout. En fait, ça bouleverse sa place dans le monde, ça bouleverse sa place dans la société, ça bouleverse sa propre image, ça s'oblige à se responsabiliser, bien sûr, puisque maintenant, si on n'est pas responsable pour soi, comment peut-on l'être pour une personne? Donc ça oblige à... Après, on peut devenir responsable avec la naissance d'un enfant. Comment? On peut ne pas être responsable et le devenir grâce à la naissance d'un enfant. Je pense, oui.
Oui, je pense qu'en tout cas, si ça le fait pas à la naissance là, de prendre conscience que justement il faut mettre un petit peu certains cadres dans sa vie perso, en tout cas régler certaines choses peut-être, offrir de la stabilité. Voilà, parce que c'est ça mon rôle. T'as toujours voulu être papa ? En fait, oui, c'est pas une question que tu l'as cultivé. C'est pas une question que je me suis posée. Je pense que c'était une sorte d'évidence. Oui, je voulais être père à un moment donné. Moi, je suis né dans une famille où on est 4 enfants. J'ai eu beaucoup de chance. Une famille très très aimante où on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Enfin, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. On n'avait pas énormément d'argent, mais en fait, il y a énormément d'amour, de bienveillance, de ce côté, épanouis-toi. Et aussi, c'est bête, mais quand on a une vision de la société, former, alors c'est pas ce que je ressens en fait, mais essayer au maximum de pouvoir aussi engendrer un individu qui va être serein, qui va être stable, qui va être émotionnellement, qui va être capable de gérer ses émotions et de pouvoir se donner à lui-même une direction. Moi, je suis là pour conseiller, etc. Mais je suis pas là pour pointer des doigts. Tu vas faire ça, tu vois. Jamais, jamais, jamais. T'es juste un guide. Je suis un guide, mais en la laissant elle-même se guider. Mais je suis pas Montessori dans le mauvais sens du terme. Il faut un cadre, etc. Et surtout quand on est très jeune, etc. Mais du coup, je me dis, tiens, s'il y avait plus de... Enfin, je pense que... voilà, oui, s'il y avait plus de personnes comme ça, comme elle, dans le monde... peut-être le monde se porterait mieux. Peut-être. Ou en tout cas, il y aurait plus de potentialité de donner de meilleures choses et d'avoir des relations entre humains plus apaisées. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis pas sûr d'en vouloir. Ouais. Tu vois, je pense que si j'en ai, ça sera plus par l'envie de la femme avec qui je serai, qu'une envie très... Après, moi, j'ai été enfant unique. J'ai une demi-sœur, mais on n'a pas vécu ensemble. Oui. Donc, du coup, un peu l'enfant roi. Ouais, toute la place. Tout ce qui va avec. Et du coup, c'est que je m'épanouis très bien seul et je suis très indépendant, très solitaire. Et déjà, en perso, je suis pas sûr d'avoir vraiment ce sentiment de me dire « Ah tiens, j'ai ce truc-là de vouloir être papa, etc. » Et comme tu dis, d'un point de vue extérieur, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui me font peur sur le monde. Que ce soit déjà à l'intérieur, c'est-à-dire dans ta famille, l'éducation que tu veux donner à l'enfant, avec la mère, oui. Le changement aussi entre ta femme et du coup qui devient aussi une mère, et du coup toi qui es père et qui est aussi un homme, enfin bref, la relation amoureuse et la relation familiale, c'est un truc qui me fait peur aussi. Ouais. On en parlera juste après. Il y a également l'éducation que tu lui donnes, et puis il y a l'éducation que tu lui donnes, et puis il y a l'éducation qu'elle se fait. Oui. Parce que tu peux lui donner tous les cadres. Je connais des personnes avec qui, quand j'étais petit, qui avaient un cadre hyper carré, mais qui sont partis en cacahuète par la suite. Ouais. De leur propre chef. Ouais. Il y a ça, un petit peu ce qu'il y a autour, encore plus largement, le monde dans lequel on évolue, que ce soit l'environnement, la politique, la méchanceté des gens, tu vois, les réseaux sociaux, les fous, tu vois. Ouais. Alors, Ok. Alors, je suis très heureux dans ma vie. Pickpocket. J'ai l'impression, tu sais, le mec, il a envie de se tirer une balle. Non, mais c'est juste que je trouve qu'il y a énormément de choses qui font peur quand tu regardes l'avenir pour un enfant, tu vois. Et je suis pas sûr de vouloir lui donner cette envie, lui donner ce cadre-là, parce que je trouve que l'avenir est incertain et fait peur. Ce que ma mère me dit, c'est que si on avait pensé comme ça à notre époque, vous ne seriez pas là. Et elle me disait aussi, nous, on avait les guerres, et pas que c'était pas des petites guerres, c'était la guerre mondiale, et ça nous a pas empêché de vivre, d'être heureux et de faire des enfants et puis de s'épanouir. C'est quoi toi tes peurs et est-ce que tu réfléchis à ça? Est-ce que tu as pensé un peu à tout ça? Dès que je vois l'actualité, Trump qui raconte qu'il veut envahir Gaza pour en faire une station balnéaire, qui veut faire la côte d'Azur de Gaza, ouais. Quand je vois les saluts nazis, et puis en fait, ça je pense que c'est un peu des effets d'annonce pour pouvoir faire on va pas faire de politique, mais pour qu'ils puissent que les médias les laissent changement d'ambiance. Ouais. Mais bref, quand je vois ça, à chaque fois, je suis d'autant plus impliqué que je pense à ma fille, parce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi et qui est
plus important que moi, tu vois. Donc ça me fait peur. En revanche, je suis d'accord avec ta mère. Et je pense aussi que, tu vois, il faut peupler le monde de jeunes hommes et de jeunes femmes qui soient justement, qui veulent le changement, qui soient optimistes, qui veulent travailler dans le sens d'un écosystème équilibré, d'un monde meilleur, oui, pour le dire vite. Ça fait très, exactement. Ça fait très Miss France. Ouais. Michael Jackson, Heal the World, tu vois, ce genre de choses. Non, mais il faut vraiment des gens qui œuvrent pour le bien commun. Et ça, c'est nous qui pouvons le faire, puisqu'on n'est pas trop âgés, mais c'est plus nos parents, mais ce sera ces gens-là, en fait. Et moi, je suis optimiste parce qu'il faut l'être. Toi, tu vois des rayons de soleil dans le futur ? Il y a plein de rayons de soleil. Non, en fait, c'est pas au niveau de... Si on regarde au niveau des dirigeants, des tendances, de là où les gens votent, il y a plein de raisons d'être pessimiste. Mais si on regarde à l'intérieur des gens, dans les commentaires qu'on peut avoir, dans les relations humaines qu'on a en ce moment même, il y a énormément de raisons d'être optimiste aussi. Il y a des prises de conscience après sur la planète aussi, mais ça va se faire petit à petit. Et de toute façon, moi je crois que là pour le coup, pour revenir à la politique, mais ça dépend où on vote, quoi. Je pense que l'avenir est peut-être de plus en plus incertain, mais en vrai je sais pas. Mais je pense que collectivement on peut se faire du bien à des échelles, plus petites échelles. Il faut qu'on réduise les échelles. Avec la mondialisation, on a voulu justement jouer, etc. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on redevienne un petit peu raisonnable et serein. Et oui, qu'on se fasse du bien, qu'on ait des rêves un peu plus accessibles. Comment tu arrives à gérer entre ton pro et ton perso ? J'ai décidé tout simplement que... Je dors plus. Hein. Non, il me faut mes 8 heures de sommeil, sinon je suis un peu grognon. J'ai décidé que, de cloisonner, et que je pouvais pas avoir ma vie professionnelle aussi épanouie que je le voudrais. Enfin, épanouie. Je peux pas m'y jeter corps et âme comme je le voudrais. Et c'est très bien comme ça. Ouais, t'as redéfini tes priorités. Exactement. Ma priorité, c'est pas mon job. C'est ton enfant et ta femme. Clairement. Exactement. C'est ça. C'est une phrase un peu à la con, un peu motivationnelle, etc. Mais je mettrai une petite musique, oui, s'il te plaît. Piano, s'il te plaît. Tellement. Faut que je le dise bien du coup, mais ton enfant ne se rappellera jamais du temps que tu as passé à travailler sur ce projet-là. Il se rappellera du temps que tu as passé avec lui. Ah, c'était pas la bonne, c'est pas exactement mon truc, mais tu vois. Là, ça marche avec, tu sais, le petit sous-titrage simple, petite musique piano. Tu mets en noir et blanc, tu passes en noir et blanc. Ça va être pas mal, ça. En fait, oui, ma fille, elle s'en fout que je fasse une vidéo plus léchée, plus machin. Elle s'en fout. Elle veut que je joue avec elle à construire une cabane. Et je construis des cabanes de ouf, tu peux pas savoir. Et maintenant, je suis intestable aux cabanes. Viens me tester sur la cabane. Et tu vois, et quand elle est à l'école, et quand la maîtresse te raconte, quand on fait un petit point, machin, et donc, alors elle, à ce moment-là, ce qu'elle préfère faire en ce moment, enfin avec vous, c'est de faire des cabanes et tout ça. Et tu sais que autant moi que ma compagne, on passe du temps à faire des cabanes, à jouer avec elle, etc. Tu te dis, en fait, c'est ouf dans son développement. Ça a du sens. Ça a un impact. Ça lui apprend énormément de choses qu'on n'est même pas à même de voir là. Et c'est ça le plus important. C'est ça mon job. Il est là. Enfin, c'est... Parce que oui, c'est un job. Mal rémunéré, mais super job. Très ingrat. On est une petite personne là qui paye pas le loyer, qui en fout partout. Et c'est vrai que si on aime les choses bien rangées comme toi, faut bien s'accrocher. Ah, putain. J'ai encore du taf. Et je peux dire un truc par rapport au fait que tu n'étais pas sûr de vouloir un enfant. Vas-y. Je trouve que tu te trompes. Non. Je trouve que tu es une horrible personne. Non, je trouve qu'il y a trop de gens qui stigmatisent justement ces personnes-là, qui leur disent qu'ils veulent trop les convaincre d'avoir des enfants. Mais en fait, nos chemins de vie ne sont pas les mêmes et nos inspirations ne sont pas les mêmes. Et c'est complètement entendable, ok, de se dire, c'est peut-être pas pour moi et franchement, ça... Tu vois, et je veux déculpabiliser les gens parce que je sais que la société culpabilise les gens comme toi. Alors je trouve que c'est plus dur pour une femme que pour un homme. Ah oui, exactement. Moi je le ressens pas de ouf. Ouais. Quand je le dis ou quand on en parle, parce que c'est vrai que là on arrive dans la période où ça commence, tu vois. Je commence à avoir des potes qui ont des enfants. Ouais, ils vont être insupportables. Autour ça...
Du coup, je réponds à personne. Ouais, non, mais tu leur dis, bon, bah, à dans 5 ans. Et puis, vraiment, j'ai pas d'appétence avec ça. Tu sais, tu me montres un bébé, des photos d'un bébé. Ah, il est marrant. Tu me montres une photo d'un chat, je vais être là, oh, trop mignon et tout. Et tu montres une photo d'un bébé, je vais être là, bah, il est vivant. T'es détestable. J'ai pas cette appétence. J'avoue, peut-être que ça viendra un jour, j'en sais rien. Peut-être, hein, ça peut. Là, tu vois, mes parents me disent, nous, on a eu très tard, à la trentaine, ma mère avait pas envie d'avoir d'enfant, tu vois. Donc, je me dis, bon. Bref, mais si elle voit ce podcast, elle dira. Je perds pas espoir. Ouais. Mais non, pour moi, j'avoue, je le sens pas de ouf, ce truc-là. Et pour les femmes, c'est complètement. Mais pour les femmes, je sais qu'il y a des, pression. il y a des amies, filles, qui ne veulent pas d'enfants. Oui. Et je sais qu'elles, pour le coup, elles sont beaucoup plus martelées par ça. Et tu sais, c'est un peu, mais qu'est-ce qui va pas dans ta vie pour que t'aies... Alors que je suis le premier à revendiquer ça. Et le fait de... alors, si t'en as envie que l'autre personne n'en veut pas, ça évidemment, c'est vraiment des chemins de vie sur lesquels il faut s'accorder. Mais par contre, une personne qui n'en veut pas, et c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que t'as eu un gosse que t'as accompli ta vie ou que ta vie est parfaite, etc. Ah non, c'est qu'elle est très bien pour toi, mais ce modèle-là ne me correspond pas. Et tu vois, il y en a, leur chemin de vie, c'est je veux une maison et je veux mon enfant. D'autres, ça va être je veux voyager toute ma vie. D'autres, ça va être je veux que mon entreprise, elle explose. Et chacun a son truc. Et si je peux rajouter un truc, je pense même que c'est dangereux de penser que, en fait, l'enfant récompense pas, n'est pas une récompense dans un chemin de vie. En fait, je pense simplement que... Dans le sens, le trophée final, quoi. Ouais. Je pense que c'est dangereux de voir ça comme ça parce que clairement. Je pense qu'il faut s'accomplir dans sa vie, être accompli, être content de là où on est, etc. Enfin, c'est comme ça que je l'envisage moi, pour pouvoir élever un enfant en toute sérénité. Parce qu'en fait, si on projette trop d'attentes sur cet enfant-là ou sur ce qu'il va nous apporter dans la vie, on va être déçu. On va en faire une espèce de mini-moi, on va vouloir qu'il grandisse d'une certaine manière. Toutes les choses que j'ai pas... Moi, j'aurais adoré être une rockstar. J'aurais adoré ça, faire des tournées, être sur scène tout le temps. Petit esprit Freddie Mercury. Ouais. C'est la stage. Et pourtant, tu vois, ma fille... Tu vas pas lui mettre le projecteur là-dessus. Exactement, en disant, je vais pas lui dire, tiens, ce serait bien si tu faisais de la musique, tu vois. J'adorerais qu'elle fasse. C'est souvent dans le sport, ça. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ça se fait beaucoup dans le sport. Ouais, exactement. J'ai toujours voulu être footballeur, mais le petit, on va le mettre au foot. Exactement. Non, mais pardon, mais alors c'est bien de le faire tester des choses. Faut pas non plus être dans l'absence de, tu vois, les goûts du papa et de la maman. Forcément, ils ressortent un petit peu, ils influencent. Donc faut en être conscient de ça et puis il faut se dire que je veux qu'elle s'éveille. Qu'elle ou il s'éveille, donc je vais lui faire goûter les choses que je connais, donc forcément, mais en fait il faut être suffisamment détaché sur le fait que cet enfant-là ce n'est pas moi, cet enfant-là il est différent de moi, et s'il est complètement différent, justement c'est que mieux, donc s'il n'aime pas le rock, le hard rock de Scorpion, etc., comme je l'aime, c'est ok, c'est pas grave. S'il écoute Maître Gims toute la journée, c'est ok. c'est monté à la tête, mais c'est ok, faut rien dire. Il n'y a rien le droit de dire, en fait. Je suis d'accord. Tout ça, moi je le vois un peu comme un jeu vidéo. Oui. Est-ce que tu as déjà joué aux jeux vidéo ? Un petit peu, ouais, j'ai eu ma grosse période. FIFA ? Pas de foot, non. J'ai mes potes qui y jouaient et qui ont essayé de me mettre là. Tu vois, je sais pas si tu vas voir la ref, mais quand tu choisis ton équipe, ouais, ça c'est vrai. Jusque-là, ça va. C'est bon. Tu vas dans ta composition d'équipe, ouais. Et du coup, tu sélectionnes tes joueurs, oui. Et tu vois les caractéristiques des joueurs, et tu vois une espèce une araignée là, ectogramme, une espèce d'araignée, et tu vois passe, vitesse, tu vois jeu de tête, truc et tout. Et moi, je vois un peu la vie comme ça. C'est un peu ma façon de penser et de voir. C'est-à-dire que t'as un espèce de truc d'araignée comme ça, et puis t'as amis, travail, famille, perso, etc., enfants et tout. Et ton but dans la vie, c'est d'essayer, tu vois, de compléter cette araignée et qu'elle soit évidemment la plus haute dans tous les secteurs. Mais, tu vois, un attaquant est pas bon en défense. Du coup, tu vois, il y a l'araignée, il y a un coin qui marche pas. Et je vois un peu la vie comme ça, tu vois, où il faut que tu choisisses tes piliers, ce qui t'anime, ce qui te fait vivre, ce qui te rend heureux. Mais, tu vois, moi, j'ai défini ce qui me rendait heureux. Les amis et le travail, principalement. Et l'alcool. Je ne bois pas. Ou très très peu. Ça, c'est en école de commerce. Tu vois, je vois ça. Et puis la famille, ça l'était pas du tout.
Et au fil des années, parce que personnellement, il s'est passé des choses et du coup, famille compliquée et du coup, ça m'a un peu enlevé ça. Ouais. Mais ces dernières années, je retravaille ça. Et du coup, l'araignée, elle commence à repartir et du coup, je gagne en compétences dans ce point-là. Et en fait, le but de la vie pour moi, c'est de compléter au fil de tes années, de ton expérience, de tes envies. Ouais. Et tu peux rajouter au fur et à mesure justement des petites... Ouais, et puis ça, c'est pas quelque chose de figé, tu vois. Là, je dis, la famille n'y était pas du tout à un moment. Là, elle revient. Là, le côté famille, perso, entre guillemets, famille, ma famille, je ne ressens pas vraiment le besoin actuellement, mais potentiellement, il pourrait revenir avec une femme, si je trouve quelqu'un, etc., tu vois. Et puis le professionnel, du coup, qui est très, très, très mis en avant, peut-être qu'il va s'abaisser comme toi, tu as eu dès que tu as eu ton enfant. C'est un cycle, tu vois. Non, c'est clair. Et j'essaye de prendre ça un peu comme un jeu, tu vois, je le gamifie un peu, je me dis, on est là pour s'amuser. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a un temps défini et qu'on peut pas tout... Oui, on pourra jamais être à 100% tous partout. les curseurs ne peuvent pas être à fond. Mais il faut faire ses choix, en effet. Ouais, comme j'ai fait avec... voilà, moi, quand il faut, j'ai cherché ma fille à l'école, je vais chercher ma fille à l'école. Et quand on revient, je m'occupe d'elle et je suis avec elle. On peut, de temps en temps, ça m'arrive faut que je réponde à un mail et tout ça, et je suis sur mon téléphone et elle est avec moi, et je me rends compte que c'est pas bien, quoi. C'est pas bien parce qu'en fait, tu pas avec elle, délaisses quoi. Et je lui montre une habitude qui n'est pas top. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Mais c'est très bien toujours de se juger, mais avec douceur. Trop cool. C'était trois beaux effets papillons. Comme j'ai dit dans la vidéo, je donne la parole aux personnes sur les réseaux sociaux. Ouais. Et on m'a posé des questions. Donc, comme je vous ai dit, regardez, les réseaux sociaux sont en dessous, des tiens et du mien. Avant de faire l'épisode avec un invité, je mets une story pour que vous puissiez poser des questions à l'invité. J'en ai reçu pas mal. On va en sélectionner quelques-unes. Allez. Et l'idée, c'est que tu nous répondes très simplement sur les sujets. Super. Alors, on a une première personne qui est mon barbeur. Est-ce que le vernis sur les ongles, c'est oui ou non pour les hommes ? En fait, c'est en lien avec tout ce que je dis avant. C'est que c'est un moyen d'expression et que je genre pas. Voilà. Je sais que ça choque. Et moi, je suis pas forcément prêt. Tu as pas été là-dessus ? Non, alors je pourrais le faire, mais de manière, je sais pas, faire un nom ou un truc comme ça pour juste pour le clin d'œil et pour aussi et parfois pour la provoque aussi un petit peu justement dans une vidéo, tu vois, parce que pour changer un petit peu les trucs. Après, je pense que ça tirait bien en plus. Ouais, peut-être par esthétique, tu vois, je suis pas convaincu que dans mon esthétique, dans ma manière de m'exprimer vestimentairement, en gros, ça va changer des trucs. Mais j'aime bien voir des hommes avec. Je trouve ça trop cool. Et surtout, des hommes hétéros, homos, parce que souvent, effectivement, ceux qui vont oser, ça va être des hommes homos. Et c'est pour ça que les hétéros se disent, ceux qui ont peur, se disent, achat. Et donc, à chaque fois, je salue, en fait, d'où ça vienne. Exactement, c'est trop bien. Yes. Oui, on en parlait au tout début, mais c'est vrai que du coup... je trouve ça cool d'essayer de... En fait, je trouve que nous, les hommes, on n'a pas énormément de choses qui nous permettent de nous distinguer. Exactement. Les femmes, elles ont plein de trucs. Mais oui. Les boucles d'oreilles, les trucs, le maquillage, les accessoires, le sac, les bottes. Il n'y a pas de limite. Et nous, tu vois, mine de rien, on est quand même assez limité parce que les fringues pour mecs se ressemblent quand même assez. Tu vois, alors à part avoir une petite boucle d'oreille, une paire de lunettes, un petit sacoche, des bagues et tout... Donc tu vois, on essaye de pousser un peu le curseur en disant est-ce qu'on peut trouver un petit truc un peu différenciant et un truc qui me rend un peu unique, tu vois. Mais c'est ça. Et je suis content parce que du coup, je suis le seul mec autour de moi qui fait ça. Ouais. Comme tu dis, un mec hétéro qui a ça. Il y en a plein, je pense. Mais en tout cas, dans mon entourage, il n'y a que moi. Ouais, il y en a peu. Et du coup, j'aime bien parce que ça me fait... C'est mon esprit décalé. Tu vois comment s'habillait Louis XIV. Bon, c'était un roi, mais il avait une perruque, il avait du maquillage, il avait des collerettes et tout. Des collerettes, des petites baleines, etc. Donc, en fait, on accordait à toutes ces choses-là d'autres codes qu'on y accorde maintenant. Donc, faut pas se dire que puisqu'on est là et puisque c'est les codes de la masculinité maintenant, on peut pas les faire un petit peu, les bouger, les bouleverser. Il faut les bouleverser. Justement, parce que moi aussi, je suis frustré de pas avoir autant de choses à ma disposition que les femmes. On a Margot qui nous dit est-ce qu'on peut être stylé en tenue de sport ? Oui, bien sûr. Je serais la mauvaise personne pour moi. Mes tenues de sport, c'est un vieux t-shirt, un jogging. Ça m'arrive de faire du sport. Je fais du sport de temps en temps. Est-ce que tu prêtes autant d'attention ?
Eh bien à la non, tenue. mais j'aimerais bien le faire. En fait, c'est important, je trouve, à tous les moments, de pouvoir exercer son goût, et dans le sport aussi. Mais ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est m'habiller un petit peu un peu comme Rocky quand il fait du sport, c'est-à-dire du sweat Ouais, je vois. où j'ai coupé les manches, trucs comme ça, vraiment Un peu déchiré, sport à large, l'ancienne, ouais. truc. Les vêtements vintage. J'ai du mal à m'entourer de plastique, hein, j'ai du mal à m'entourer de Mm. polyester, etc. Même si j'ai mon petit col roulé Heattech là, qui me sert bien quand je fais du sport en hiver. Mais bon. Tu vois, je me suis mis au sport, j'ai toujours bien aimé le sport, mais là je m'y suis vraiment mis il y a quelques mois, années. Et j'ai mis beaucoup d'importance sur le style sportif. Ah, c'est marrant. C'est vrai que le sport, le fait de faire attention à ça, au sport, ça m'a donné encore plus envie de faire du sport. Et oui. Ce qui est très bizarre. Alors qu'on pourrait dire, bah on s'en fout, un t-shirt, truc, on transpire. Mais je sais pas, je me sens beau gosse, entre guillemets. Ouais. C'est pas le mot, mais je me sens bien. Ouais. Tu vois, je me suis acheté une paire de Nike rose pétard Ouais. que je mets avec un ensemble généralement assez sobre. Et comme ça fait ressortir la chaussure. Je Tu te surkiffe sens bien, ouais. et je me sens super bien. Et du coup, ça me donne une impulsion supplémentaire pour faire du sport. C'est marrant parce que, enfin, quand je t'entends parler, c'est super logique et c'est super cohérent avec moi, ce que je dis et ce que je ressens en général. Parce que je le dis ça pour les tenues du quotidien. C'est-à-dire que tu peux puiser de la confiance dans tes vêtements et que c'est aussi la raison principale de s'habiller. C'est que ça te pousse à être présent dans ta vie, en donnant de l'intention à comment tu t'habilles, ça te donne de l'intention dans tes moments, etc. aussi. Clairement. Et c'est vrai que j'avais pas réalisé que ça s'appliquait aussi au sport. Et qu'effectivement, de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir bien dans sa manière dont on s'est présenté, eh bien, ça joue sur ton envie à la fois d'aller au sport et d'être performant peut-être dans le sport. Clairement. Ouais, c'est marrant. C'est puissant, hein. Ouais, C'est pour ça que quand on me dit, tu vois, que les fringues, c'est futile, oui, c'est banal, mais c'est pas futile parce qu'il y a tout ça derrière. Ouais. Et ça, une fois qu'on a gratté la surface et qu'on a vu ça, c'est pour ça que j'adore ce sujet. On a Tom qui nous dit: que penses-tu du rachat des marques niche par LVMH, comme Pollen, Émilion d'Or, etc. C'est très bien pour les fondateurs. Je sais pas. J'ai ça dépend tendance du à projet, penser quoi. que c'est bien pour les fondateurs, mais au risque de potentiellement perdre leur identité et leur storytelling. En fait, oui, c'est ça, le garde-fou, c'est toujours pareil, c'est quand on a des gens qui injectent beaucoup d'argent, forcément, ils veulent beaucoup de rentabilité. Tu deviens plus la petite marque new-yorkaise et tu deviens la grande multinationale. Voilà, et du coup, on fait plus les choses pour la même raison. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir une marque petite et de rester petit. De bien gagner ma vie, de faire vivre des gens une petite structure, mais de rester petit et de pas céder à si quelqu'un arrive avec un gros chéquier. Donc, moi, foncièrement, en fait, oui, si je me sonde, je trouve que c'est dommage. On a Tony qui nous dit: comment savoir quand une pièce est validée ou alors qu'on a mauvais goût? C'est en toi, Tony, c'est en toi. Le mauvais goût, c'est juste un goût personnel qui est jugé mauvais par d'autres. Après, est-ce qu'il n'y a pas une limite où si tu mets des chaussettes vertes avec un pantalon bleu, avec un truc rose et un par-dessus mauve? Oui, alors là, oui, on est un clown. Je pense que si on n'est pas sûr de son goût, il faut commencer doucement. Il faut commencer avec du bleu marine, du gris. Et puis, on n'est pas forcé de porter de la couleur pour être stylé, hein, notamment, ou même trop de motifs. On peut être sobre et ultra stylé. Il faut surtout d'abord faire attention à la manière dont les vêtements sont coupés. Est-ce que ça correspond à sa morphologie? Moi, j'ai les jambes un peu courtes. Si je veux les rallonger, je vais porter un pantalon taille haute. Et j'ai même raccourcir un peu mon pantalon. Comme ça, on a l'impression que mes jambes sont plus longues qu'elles ne sont. Donc ça, c'est des petites astuces, il faut bien se connaître, etc. Ensuite, oui, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de mal accorder les couleurs. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est que si jamais vous allez chez des marques qui travaillent bien, ce sera difficile de trouver des couleurs qui ne s'accordent pas ensemble, c'est possible, mais Je suis assez d'accord il y a sur couleur ça. et couleur, tu vois. Il y a des Si couleurs... tu vas chez Octobre, par exemple, globalement, tu sais que tu vas pas te tromper. Non, oui, c'est ça. Enfin, tu vois, pour un mec qui veut débuter et qui veut des bons basiques, tu vas chez Octobre, globalement, tu peux tout mettre ensemble. C'est assez bien fait pour le fait que tu vas pas avoir un truc qui va... Ouais. Et si t'es pas sûr de toi, évite les chaussettes de couleur tout simplement, mets des chaussettes de la couleur de tes chaussures ou de ton pantalon, en gros, et ça va très bien. Et concentre-toi sur les petites touches de couleur ailleurs. Mais de toute façon, les couleurs, en fait, on a trop l'impression que c'est qu'il y a des limites et qu'il y a des choses à ne pas faire, alors que c'est beaucoup plus ouvert qu'on pense.
Après, c'est de la théorie, mais il y a la roue chromatique et il y a en face des couleurs, tu as les couleurs complémentaires qui vont créer un fort contraste entre elles. Les opposés c'est ça. Qui matchent ensemble, etc. Exactement, mais qui vont créer un contraste. Il y a aussi surtout de se dire que, par exemple, pour un tips un peu rapide, je pense que dans une tenue peut bien fonctionner si on met... Enfin, disons qu'une bonne manière de faire, c'est de mettre une couleur sombre, une couleur claire et une tenue et une couleur intermédiaire. Ça peut être une manière de faire les choses. Et c'est pour ça souvent que je mets des chaussures noires, parce qu'elles rattrapent à mettre un truc sombre. Voilà. Après, faut se faire confiance, faut tester. Et si on a peur, faut y aller doucement avec des couleurs comme du gris, du marine. On a Pixel Rêveur qui nous dit comment sortir d'une zone de confort vestimentaire et comment éviter de se recréer aussitôt une nouvelle zone de confort. Faut suivre des gens inspirants qui nous inspirent. Et pour le coup, en fait, si on retourne toujours dans ces vieilles recettes, c'est qu'on s'y sent bien. Tu vois. Ce que j'ai vu, et qui est hyper intéressant, d'ailleurs, petit tips, pour changer un petit peu de mood et tout, c'est de suivre, comme tu dis, des gens qui ont un peu le même style que nous. Tu vois, j'ai cité quelques personnes, même si j'ai pas forcément toujours le même style, tu vois. Je regarde un peu ce qu'ils font, et puis ça me met souvent des nouvelles personnes. Tu sais, quand l'algorithme te fait rencontrer des nouveaux créateurs. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je screen les tenues. Si je vois un mec sur une vidéo qui a un truc, tu sais, genre t-shirt blanc avec un pantalon un petit peu large, un truc un peu sympa, et puis une paire de baskets que j'aime bien et tout, tu vois, que j'ai à peu près le même style, je le screen et je le mets dans un dossier de tenue. Et comme ça, je me dis, putain, je pourrais la ressortir pour un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Non, mais t'as raison. Et il y a aussi, c'est dans une vidéo que j'ai faite aussi, dans cette idée-là, c'est de prendre en photo toutes ces tenues. Et de se faire une sorte de book, tu vois. Et c'est vrai que, parce que parfois, quand on sort justement du schéma habituel, on va aller trouver une petite tenue dont on est content, et puis on l'oublie parce qu'on revient dans ses travers. Mais si on l'a prise en photo et qu'on consulte, on se dit « Ah tiens, je vais réessayer ça ». Et donc on la réessaye, et puis on la modifie, on l'amplifie. Donc ouais, c'est une bonne manière de faire. Après, bon. On a même dit, est-ce que la seconde main est en train de devenir un business capitaliste ? Oui. Très nette cette réponse. Non, enfin, je vais nuancer. Ça peut le devenir. C'est-à-dire que Vinted, si on garde les mêmes réflexes d'achat, de revente, pour le coup, qu'on a, si on garde le même rapport qu'on a aux fringues qu'on a avec la fast fashion, alors oui, ça n'a aucun sens. Et oui, on va alimenter le désert de l'Atacama au Chili, qui se remplit de vêtements dont on ne veut plus, parce qu'on sait qu'on va les acheter chez Zara, on va revendre sur Vinted, et puis on va réinjecter en fait. C'est plus de la seconde main, ça va être une sorte de marché noir de la fringue, enfin pas noir, mais marché de la fringue, second marché de la fringue. Donc on va pas du tout régler le problème. Donc la seconde main peut être une partie du problème. Après, moi, je dis ça du haut de ma position privilégiée de personne qui gagne bien sa vie et qui peut acheter. Et encore, on me donne des fringues pour que j'en fasse la pub. Ouais. Et aussi, je suis dans une position très contradictoire où mon métier consiste... En gros, je vous donne envie d'acheter des fringues pour que vous vous sentiez bien, etc. Et en même temps, moi, mon curseur, c'est de se dire qu'il faut acheter moins de fringues. Même si moi, j'en présente beaucoup. Donc, ça, c'est un... Et en même temps, c'est pour moi une condition nécessaire pour faire changer les consciences, autant que ça l'est pour un militant écologiste de faire du contenu sur son iPhone ou sur son smartphone qui est fait de manière pas du tout écologique. Ouais. Parce qu'en fait, il faut bien s'adapter au monde actuel. Et c'est-à-dire que un militant écologiste qui va avoir étudié énormément les impacts sur l'environnement de notre production, etc. Machin. Et s'il est dans sa cave à gueuler, c'est super, il aura raison tout seul. Mais s'il est sur son iPhone, et c'est une contradiction qu'il doit embrasser, et qui lance des alertes, qui répète, etc., ça a de la valeur. On peut pas être irréprochable. Puis il faut arrêter aussi de culpabiliser voilà. Moi, je sais que, tu vois, les gens qui achètent Chine, je sais qu'ils le font parce que, alors, il y a des deux, mais il y a aussi une réalité économique qui est, il y a des gens qui s'appauvrissent de jour en jour et que c'est toujours plus difficile et que oui, ils ont le droit de se faire un petit peu kiffer. Et que donc, ces marques-là leur apportent cette chose-là. Et que c'est difficile à entendre de se dire, si t'as pas de moyens, il faut aller en seconde main, acheter des pièces de qualité,
il y a des gens qui ont envie de neuf parce que c'est du neuf, etc. Et je trouve qu'on a tort effectivement de les culpabiliser. Il faut juste qu'ils aient accès à des informations qui leur montrent l'envers du décor pour qu'ils puissent avoir une prise de conscience peut-être. Il faut qu'on multiplie aussi les alternatives et les opportunités justement dans la seconde main de la réparation, de faire. Il y a eu aussi un bonus réparation qui a été lancé par le gouvernement. C'est bien, mais c'est timide. Il faut aussi qu'on revalorise tout ça, qu'on valorise les marques qui font bien les choses. Donc en fait, ça passe pas par la culpabilisation du consommateur, ça passe par en haut, ça passe par qui c'est qu'on a au gouvernement, ça passe par les entreprises, mais les entreprises, elles veulent gagner de l'argent dans un système capitaliste, ça s'entend, mais il faut qu'on leur impose des choses, donc ça passe aussi par bien voter. On a Plan B qui nous dit « Est-ce que c'est has-been de continuer de porter une pièce qui nous va, mais qui n'est plus in ?» Ah mais non. Et elle dit, par exemple, les slim, qui reviennent en force. Oui, exactement, mais en fait, vous savez quoi ? Non mais Coup de gueule. Non, mais c'est que, en fait, ça pose la question, pardon, de pourquoi on s'habille. Et les tendances, moi, je suis pas du tout contre les tendances, parce que c'est sympa, ça donne des choses sur lesquelles discuter, ça donne mettre des focus sur des vêtements en particulier, ça donne de la vie et ça donne dans ta tenue, si tu les utilises, des climax, des accidents, des choses super. Mais on peut s'en passer totalement. Et justement, si on a un pantalon, donc le pantalon slim, si on se sent bien dedans, il nous va bien. C'est pas parce que c'est la mode du large qu'il faut l'enlever. Enfin, ça n'a aucun sens. Moi, c'est pareil. Le slim revient. Oui, super. Moi, ça m'en fera pas racheter, quoi. Ouais. Et il faut pas suivre la tendance. En revanche, moi, je vais parfois sur des tendances qui m'amusent. Pendant un temps, il y avait une micro-tendance de la Birkenstock Boston, le sabot. J'y suis pas allé quand c'était un microcosme parisien qui emportait, etc. Et puis, plus je le voyais, plus je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Pareil que toi. Voilà. Et puis, c'est devenu un peu plus mainstream. Je l'ai acheté à peu près à ce moment-là. Et je les ai portés pas mal. En ce moment, je les porte un peu moins. Je les porte un peu plus comme sabot à la maison. Mais je pourrais les porter dans la rue parce qu'en fait, je me suis approprié cette tendance-là et j'en ai fait quelque chose qui avait du sens pour moi. On va finir avec une dernière question de Charlotte qui nous dit « Si tu devais dire un seul indispensable commun de garde-robe pour la femme et pour l'homme ?» Le t-shirt blanc. Pour l'homme ? Commun. À la femme et l'homme. Ah oui, pardon. C'était ça la difficulté du truc. Le t-shirt blanc. Oui, le t-shirt blanc, parce que le t-shirt blanc, c'est la nouvelle chemise. Enfin, non, mais en tout cas, le t-shirt blanc, on le porte sous les chemises, on le porte tout seul. Il est aussi masculin que féminin. Il a une aura, justement. Il peut être très sexy. Il peut être aussi très street. Oversize, on peut un peu se cacher dans le t-shirt et en même temps on peut se révéler, il peut suggérer, il peut être on peut se l'adapter, enfin vraiment, il peut être aussi workwear, c'est-à-dire un petit peu épais, donc tubulaire, sans couture sur les côtés, quelque chose de un peu savoir-faire, et il peut être un peu plus luxe, fin. Il peut même être avec un peu de soie, tu vois, un t-shirt blanc et pas forcément en coton, etc. Il peut être luxueux. Et puis surtout, il est universel, il dépasse là aussi les genres, bien sûr, et les milieux sociaux. Merci Jordan pour ce podcast très très intéressant. Merci à toi, c'est un plaisir. J'ai adoré les sujets qu'on a abordés. Il y en a encore tellement, je suis dégoûté. Ça tient à voir. Ça sera pour peut-être une prochaine fois. Un dernier mot, là tu t'adresses directement aux personnes. Qu'est-ce qu'on peut alors tiens, avant de leur dire un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? C'est quoi le futur ? On peut me souhaiter une vie personnelle et pro épanouie, d'arriver à être le papa que je veux être, d'arriver à être l'influenceur que je veux être, disons si ça a du sens, mais en tout cas de faire de toujours faire des projets, de jamais s'ennuyer et de toujours avoir la passion, de toujours avoir des idées, d'être créatif, très important pour moi. On peut me souhaiter de ne pas partir en burn-out. Bonne chance. Non, mais je suis assez lucide sur... on se met en garde. Ma compagne peut me dire de temps en temps, je te sens un peu fatigué là en ce moment.
je te sens un peu irritable sur ces choses-là, etc. On arrive quand même à en parler. C'est cool. Et donc là, je peux me dire, ok, il faut que on calme un peu. C'est très important de s'écouter. Je pense que je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est... en fait, c'est un déclic que j'ai eu il y a pas trop longtemps et que moi j'ai fait, mais pas parce que c'était intellectualisé, mais parce que c'était mon parcours, mais de suivre ses compétences plutôt que ses passions. Et prier qu'on ait la chance que passion et compétences se rejoignent, mais que savoir là où on est bon, c'est déjà, je pense, faire beaucoup de tri, tout simplement, quand on se demande, quand on est... c'est plutôt pour quelqu'un d'un peu plus jeune, probablement, enfin, quoique. Mais se demander si on est en reconversion professionnelle ou se demander quoi faire, etc. C'est con, mais c'est quoi le truc qui me différencie des gens où j'ai une zone de génie qui me différencie? On me dit souvent, si on demande à un pote, si on demande à des gens, pourquoi, où est-ce que tu trouves que je me démarque? Souvent, les gens vont savoir assez vite. Et nous, on le sait pas nous-mêmes. Et donc, se focaliser là-dessus et de le travailler à fond. Je fais une mini aparté là-dessus. Et après, on coupe le podcast. C'est marrant que tu dis ça parce que une de mes amies est en reconversion, elle est qu'on appelle ça, bilan de compétences. Et elle nous a envoyé un PDF avec la personne avec qui elle travaille, où il faut lui donner sa zone de génie, dans quoi elle est douée, dans quoi on la verrait, etc. Et j'ai trouvé ça, j'y avais pas vraiment pensé, tu vois, et je trouvais ça hyper intéressant comme démarche. Et j'ai eu ce document, je l'ai eu en vacances. J'étais mi-vacances, mi-travail à Saint-Domingue. Et sur la plage avec ma meilleure pote, du coup, on a fait ce jeu. Tiens, qu'est-ce que tu penses de moi, génie, Et c'est là où elle m'a dit que j'étais un peu décalé. Et on a aussi parlé du côté pro et tout. Et c'est marrant comment les gens te voient. Parce que quand on est tête dans le guidon, donc on pense qu'on est comme ça. Mais c'est un super bon travail, je trouve, de le faire un jour au moins. C'est de se prendre une feuille, de se noter des questions sur lesquelles on a envie d'avoir des réponses sur nous, sur sa zone de génie, sur les choses à améliorer même. Exactement. Quelque chose de... Voilà, sur quel point tu trouves que je suis un petit peu trop comme ci, un peu comme ça. Qu'est-ce qui fait que je suis une bonne personne pour toi, que je suis ami avec toi. Toutes ces choses-là. Mes forces, mes faiblesses. Forces, faiblesses... et vous l'envoyez à vos amis. Et je l'ai fait juste avec ma pote, et je pense que je suis en train de réfléchir à le faire pour mes amis au sens plus large, parce que je trouve le concept trop intéressant, et je trouve que ça t'apprend énormément de choses. Ouais, faut être aware, comme dirait... faut être... Et surtout, il y a des amis qui peuvent... faut choisir ses amis aussi. Mais il faut le donner aux bonnes personnes. Exactement. Il faut être OK avec la sincérité. Exactement. Et ça te fera grandir. Et aussi de savoir que parfois ils peuvent se tromper aussi ou quoi que ce soit. Voilà, mais souvent c'est vrai que les autres ont cette faculté à savoir tout de suite où sont nos zones où on est bon. Et nous, c'est pour nous une tannée de trouver, alors qu'en fait c'est évident. C'est logique. Exactement. Les amis, le podcast est fini. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Merci David. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et de mettre un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Ça me montre que je fais du bon travail, que l'invité vous plaît. Et ça me motive pour continuer à faire toujours autant ou aussi bien des vidéos. Si vous écoutez le podcast en audio qui sort une semaine toujours après la vidéo, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça aide aussi pour le référencement. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée pour ceux qui écoutent le podcast, et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Encore merci Jordan. Merci beaucoup et merci à tous, salut.